Bonsoir, Renouveau médiéval est de retour et accueille aujourd'hui Roland Degnaud. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Elinor. Bonsoir, c'est Roland. Alors pour ceux qui nous ont suivis il y a quelques temps, déjà avant l'été il me semble, donc nous vous avions reçu en compagnie de Dame Marine Niflor, Oui. Et vous êtes donc cofondateur du groupe Les Derniers Trouverts, qui est très connu en Europe, voire au-delà, donc sur les fêtes médiévales. Et alors là, on va peut-être vous voir dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'on va pas parler uniquement de musique, puisqu'on a choisi d'évoquer le thème des valeurs, alors peut-être de façon générale et bien sûr à travers vos chansons, puisque je crois qu'on avait vu aussi que vos chansons sont très riches et contiennent matière un parolier, à discuter. Un auteur qui en a de la hauteur. Oui, tout à fait. Donc on en parlera tout à l'heure. Donc vous, dans le groupe, vous êtes à la fois auteur, compositeur, et vous êtes donc musicien. Vous jouez de la mandole. De la mandole, oui. Qu'est-ce que c'est exactement la mandole? Mandole ou mandorle, d'ailleurs au Moyen-Âge, on disait mandole aussi. Oui. C'est une mandoline en fait, c'est une grosse mandoline. Oui. Voilà, il y a une famille chez les mandolines. Il y a la mandoline qu'on connaît typique, mais qui est plutôt Renaissance. La mandole est un petit peu plus grand qu'on voit sur les enluminures des troubadours. Et le mandoloncelle qui est construit aujourd'hui pour avoir une sonorité un peu plus importante. Mais au Moyen-Âge, c'était vraiment la mandole, le format de la mandole qui était très utilisé par les troubadours. Voilà. Et d'ailleurs, le mot mandole vient de l'amande, la forme en amande. C'est pour ça on voit souvent des Christ ou des Vierges en majesté sur les tympans des églises qui sont dans une amande en fait. Oui, oui. Et le pape d'escargot, que certains connaissent peut-être, appelait ça la vulve du monde. D'accord. Alors vous êtes autodidacte, passionné de Moyen-Âge. Beaucoup de passionnés le sont en fait, parce que ça nous prend comme ça, on ne sait pas comment, et puis on suit ce chemin avec beaucoup de passion justement, et après on le cultive. Donc, mais au départ effectivement, après j'ai pris des cours, je prends des cours de chant, j'ai pris des cours de théâtre, des choses comme ça, mais j'étais déjà professionnel en fait. Oui. Donc au départ tout est autodidacte et voilà. Vous dites on tombe dedans comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup le Moyen-Âge était une évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord l'émission s'appelle Renouveau médiéval. En fait, oui. On pourrait presque on le met au singulier parce qu'on parle de celui actuellement, mais il y en a eu plein depuis celui du 19e, il y a eu plein de différents renouveaux en fait, et celui dont on parle en fait correspond aux fêtes médiévales, c'est-à-dire à une popularisation vraiment importante du monde médiéval, parce que jusqu'à présent il était assez universitaire ou folklorique. Ouais. Et depuis, moi je classe ça à peu près au début 83-84, le début des deux grandes fêtes médiévales de France, Provins et Dinan, d'ailleurs qui sont la même année, je crois 83 ou 84, démarrent les fêtes médiévales avec un côté populaire. Et culturel aussi, c'est-à-dire que l'aspect universitaire vient quand même étayer les gens qui pratiquent et donc amène ça aussi au grand public. Vous avez été quand même précurseur de cette vague donc néo-médiévale dans ces mêmes années, ou plutôt dans... Oui, alors nous c'est un peu plus tard, c'est 90. 90. Mais bon, voilà, les choses se font au fur et à mesure. C'est vrai que quand nous on est arrivé en 90, il y a eu un nouveau renouveau, si ça se dit, je sais pas, avec une qualité, par exemple, de costume assez. On était tous costumés des pieds à la tête médiévale, oui. Alors que les troubadours qui étaient juste avant nous avaient encore des baskets ou les cachaient avec du tissu ou avaient encore une guitare plutôt que des instruments d'époque ou reconstitués. Donc ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que la popularité de la chose est devenue assez liée avec l'historique aussi. On a gagné en historique et en profondeur de la connaissance du Moyen-Âge aussi. C'est-à-dire que vous avez étudié les ouvrages pour mettre ces costumes, enfin pour amener cette richesse qui n'existait pas avant. Est-ce que justement vous êtes plongé déjà dans des ouvrages où vous avez regardé ça? Est-ce que vous êtes plongé dans la philosophie? Ah oui, oui, oui. Oui, tout vient d'un coup en fait. Moyen-Âge. Là, vous avez reçu une jeune fille récemment aussi qui fait de la pâtisserie. Oui, voilà. Oui, la pâtisserie historique. Voilà, oui. Et c'est pareil, quand on l'écoute parler, elle s'intéresse aux costumes bien sûr, à la vie quotidienne. Ouais, en fait,
c'est vraiment, quand on dit les gens qui se passionnent pour ça, ils finissent par se passionner par toute l'époque, en fait. Ils se passionnent, ils viennent avec une chose, la musique, avec le costume, une spécialité, un point d'accroche, et puis après, c'est toute l'époque médiévale et qui est intéressante et qui nous prend, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur comme une autre passion. Ça nous touche en fait. C'est des valeurs qui nous touchent. Ça véhicule un passé, des valeurs qui nous touchent intimement et en fait qui nous transforment aussi. C'est le but de la passion d'ailleurs. Oui. Donc vous vivez avec en fait. Effectivement, c'est pas bon. Enfin, j'ai rien contre les joueurs de bridge, mais vous n'allez pas faire votre bridge, même si vous êtes passionné, et puis après vous avez votre vie quotidienne. C'est quelque chose qui vous habite vraiment le quotidien. Même si on ne vit pas dans un lieu médiéval, oui, bien sûr. Voilà, etc., ça touche quand même pratiquement le quotidien tout le temps. Oui, parce que comme vous dites, c'est un esprit qui vous habite et qui vous marque dans vos actions, dans votre groupe évidemment, mais et quand dans on votre dit quotidien. Nous, c'est pas que les derniers trouvères, c'est vraiment pratiquement tous ceux qui sont sur ces événements, qui sont passionnés par ça. Ouais, ça remplit et ça passionne. Alors, vous disiez dans votre présentation aussi à tout quitter un jour pour vivre cela. Qu'est-ce que... Alors moi déjà c'était enfin du email pour vous m'aviez demandé un email de présentation et puis bon ça me barbe un peu. Donc j'ai mis les auteurs, compositeurs, les derniers trouvères. Bon et puis après j'ai laissé ça en point de suspension pour ouvrir à tout et en fait effectivement le point d'accroche pour moi, ça a été bon. Déjà, j'étais passionné par ça depuis assez longtemps. J'étais allé voir des concerts de musique médiévale. J'avais des disques, j'avais déjà des instruments en 80-81, avant de le redécouvrir ou de plonger dedans plutôt, en rencontrant Marie-Émilie Flore sur des fêtes médiévales et Florian Lacour. Et donc j'étais déjà passionné par ça, mais il se passait rien parce que mes amis, ça les intéressait pas du tout. Je passais déjà pour un ringard. Voilà, ringard. Je crois que ringard c'était un peu ça, ou enfin peut-être pas ringard, mais voilà, bon, ça les intéressait pas du tout. Souvent une connotation, c'est ce que je sais pas, je le répète assez souvent, mais quand on dit aux gens, je vais voir un groupe de musique médiévale, tout de suite on a une image un peu pesante ou. Oui, il y a encore ça. On verra après les petites différences ou comment ça se modifie, mais il y a encore ça, et notamment par rapport aux radios. Notre dernier disque est plus celtique. Oui. C'est une ouverture médiévale. Les gens, non, médiéval, carrément, ils raccrochent. Une fois qu'ils ont prononcé le mot, oh non, médiéval, on n'en veut pas, ils raccrochent tout de suite, pratiquement, c'est un peu ça. Mais celtique, toutes les portes sont ouvertes, pratiquement. Donc voilà, déjà une grosse différence. Mais donc, tout quitter pour ça, c'est-à-dire que donc j'étais déjà passionné par ça, et je me rappelle encore une chose, une anecdote, j'aimais la musique traditionnelle aussi. Et avant la world music, un peu avant la world music, et voilà, mes amis, pareil, ils étaient rock, téléphone et machin, bon bref. Alors qu'est-ce que vous appelez la musique traditionnelle? C'était les vraies musiques traditionnelles qu'on connaissait dans les années 70, c'est-à-dire la musique indienne, la musique africaine, musique sud-américaine, en fait toutes les musiques du monde. Moi c'était un peu les flûtes qui m'ont un peu intéressé au départ, et eux encore une fois, je passais pour un... Ils n'étaient pas du tout de ça, ils étaient dans des choses actuelles, et puis voilà, un peu mode rebelle, un peu, des choses comme ça. Moi, j'étais pas rebelle pour ça. Et quand Peter Gabriel a fait ses disques en mêlant la musique traditionnelle dans ses œuvres à lui, et a monté ça de la boîte World Music, je ne sais plus comment ça s'appelle, du coup, c'est devenu, au grand jour, ça a été accepté, on va dire. Il faut toujours un précurseur pour le faire. C'est devenu tendance. Et donc, du coup, voilà, c'est devenu une tendance. Voilà. Comme on dit maintenant. Donc, après, ça a été un peu mieux, mais voilà, j'étais un peu... Donc voilà, c'est plutôt quand même la musique au départ qui m'a intéressé. Et puis après, la lecture assez rapidement. Je suis tombé sur le Bréviaire du Chevalier, dont on avait peut-être parlé aussi un peu l'autre fois, ce livre qui est assez extraordinaire et qui interpelle vraiment. Oui. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment été interpellé. Qu'est-ce qu'il a de particulier qui interpelle? Ça s'appelle le Bréviaire du Chevalier, et c'est des choses assez courtes, des choses, presque j'ai l'impression que un peu des interrogations qui nous font nous interroger. Ça, voilà. Et donc, du coup, c'est un ouvrage aussi qui a été un peu porteur pour ça, voilà. On nous dit son Bréviaire du Chevalier, donc vous le connaissez. Déjà, c'est vrai qu'il interpelle par son aspect esthétique. Voilà. Oui, c'est tout à fait dans l'esprit médiéval aussi de faire des belles choses. Une belle calligraphie, des rivets, c'est ça? Voilà, donc il y a eu plusieurs choses comme ça, et puis après la rencontre de Marie-Émilie Flore sur un festival médiéval. Oui.
Donc là, c'était vraiment plongé dedans. J'étais plus tout seul, c'est un peu ça. Et puis plongé dans un château avec plein d'ateliers, d'autres artistes, et puis des gens. Et puis donc toute une journée plongée. Ça m'a vraiment marqué beaucoup. Et donc, j'y suis retourné un an après. Et puis, j'ai revu Marie-Flore. Et puis après, on a commencé à faire de la musique. Et voilà, c'était parti. C'est comme ça que le groupe a pris naissance. Oui. On n'avait pas vraiment d'instruments médiévaux au départ. Hein. C'était la rencontre. Marie avait déjà une belle voix. Donc, elle chantait un peu avec les chorales qui étaient là. Ou des choses comme ça. Et puis on faisait un peu l'acteur, surtout elle. Moi j'étais un petit peu coincé quand même au démarrage sur l'aspect théâtre et acteur de jouer avec ça. Et puis après quand on a commencé à faire de la musique, des gens sont venus avec nous, on a animé des lieux et c'est parti assez rapidement. Plein de gens sont venus, il y a vraiment une émulation sur ça et puis on est passé professionnel assez rapidement. En fait en 3 ans, en 94 on est passé professionnel. Donc de 91 à 94, ça a mis 3 ans, quoi. C'était vraiment un renouveau et c'était vraiment dans un ensemble d'émulation et puis pas que des fêtes médiévales d'ailleurs, parce que je parle beaucoup des fêtes médiévales parce que ça a été l'événement marquant et le plus visible et le plus populaire, mais aussi avec les expositions et les ouvrages de vulgarisation, Régine Pernoud. Voilà, ça fait partie vraiment d'un ensemble de renouveau médiéval, oui, ça c'est sûr. C'est vrai que ça draine énormément de monde. Alors, est-ce que justement c'est un monde qui évoque beaucoup de valeurs quand on évoque le Moyen Âge, effectivement beaucoup. Alors bon, il y a la chevalerie, etc. Beaucoup de choses conventionnelles, si je puis dire. Mais donc c'est un monde de valeurs et on a choisi aujourd'hui de parler des valeurs. Donc quelles seraient pour vous les valeurs principales donc qui sont liées au Moyen Âge? Et comment elles ont été évoquées, comment vous les avez trouvées? Alors, une petite chose avant de venir proprement aux valeurs. L'idée est partie. Bon, elle reviendra. Donc, les valeurs, oui, si on interroge tous les gens qui participent aux fêtes médiévales, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, ils vont tous vous parler pratiquement des valeurs du Moyen-Âge en fait. Et c'est vrai que c'est une époque, on sent que c'est une époque riche, c'est une époque, je vais dire mastoc, une époque vraiment qui a de la matière en fait. Et donc, principalement par ses valeurs, aussi par ses constructions, mais c'est aussi une valeur d'avoir construit des choses gigantesques comme ça pour l'époque, avec les moyens qu'ils avaient, au niveau technique je parle, parce que les moyens intellectuels et de se projeter sur des choses grandioses, ils l'avaient, voilà, mais au niveau des choses techniques, ils avaient une corde à 7 nœuds, et puis des échafaudages, voilà, enfin qu'ils n'avaient pas énormément de matière, mais en même temps ils faisaient des choses, donc le travail outrepassant presque une dimension humaine, pratiquement, était très importante. Mais tout le monde va vous dire l'honneur, par exemple. Ouais. Il y a les 2 grands courants, ce serait chevalerie et courtoisie. Oui, la bravoure, le courage. On ajouterait l'artisanat, parce qu'on a même commencé par ça. Donc du coup, on a un peu les trois grosses valeurs du Moyen-Âge. Artisanat, donc ça comprend le travail bien fait, parce qu'il y avait énormément de régulation du travail pour qu'il soit bien fait. Tout ce qui pouvait nuire au travail bien fait était vraiment... Il y a des textes de loi pour dire on ne travaille pas après le coucher du soleil, parce qu'on ne voit pas assez bien pour bien travailler. On ne travaille pas les dimanches, parce qu'il faut fêter les saints patrons des quartiers sous le patronage desquels on est, mais aussi certainement pour se reposer, pour la cohésion sociale, pour faire des fêtes ensemble, puisqu'ils avaient un grand sens de la fête. Donc voilà, le travail est vraiment... et on fait toujours... on ne fait pas une chose dénuée d'un sens pratique. Il y a un sens pratique assez fort aussi. Mais par contre, on met toujours de la beauté dans une chose pratique. On fait une chaise, on fait une cuillère, et ben on va torsader la cuillère, on va y graver des fleurs, des motifs végétaux. Une chaise, pareil, on va la sculpter. Voilà, le beau, il est dans quelque chose de pratique. Il est jamais, on fait jamais une chose belle qu'on pose là et qui sert à rien, même si elle est belle et qu'elle ça fait du bien. Au Moyen Âge, non, il y a pas cette notion-là. C'est toujours du pratique, du concret, quelque chose de l'utile en fait. De l'utile, ouais. Ça, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler des valeurs? Par exemple, le beau, est-ce qu'on peut dire le beau est une valeur?
L'utile est une valeur. C'est marrant parce que c'est très complexe. Quand vous m'avez parlé de cette émission, on était en prestation ce week-end et on avait beaucoup de routes à faire. Et donc j'ai posé la question à mes musiciens, oui. Donc qui sont pas tous passionnés par le Moyen-Âge comme Marie Millefleur et moi-même, ça c'est sûr, mais qui le deviennent par la force des choses pour certains, et puis il y a des nouveaux donc qui découvrent. Et je leur ai posé la question, devoir de week-end, quelles sont pour vous les valeurs médiévales, et donc voilà. Donc après on a un peu parlé dessus, et c'est vrai qu'il y avait des choses, on se demande si on peut appeler ça des valeurs, parce que le mot valeur il faudrait le définir, et, oui, c'est ça. Et c'est assez, c'est des références en fait, c'est des choses références pour moi, des valeurs. C'est des choses références qui nous appellent à, qui sont présentes déjà, toujours présentes, on peut même presque dire, et qui nous interpellent à aller dans ce sens, en fait, des propulseurs quelque part, des choses références et propulsives. Pour moi, ce serait ça des valeurs. Vers. Oui, vers. Bah, après, tout dépend de la chose. Si ça peut être, si on parle d'un artisan, d'un quelqu'un qui fabrique quelque chose, bah, ça va être pour bien le faire, pour le faire bien, parce que le monde médiéval est aussi symbolique en fait, et tout est lié, et il y a comme un jeu de miroir sans arrêt sur soi et le dépassement de soi. Tout le temps, il y a cette notion de, alors c'est le ciel et la terre, bien sûr, en premier lieu, et puis après l'humain et le divin, mais on sent qu'il y a tout le temps cette je vais pas dire le mot transcendance, parce que il est peut-être moderne, mais en fait, il y a quand même ce jeu de miroir qui fait toujours un appel vers un au-delà, quand même, un meilleur, un propulsif vers le mieux et le plus élevé, quelque chose qui va valoriser. Et puis encore le mot valeur dedans, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Vers une sorte d'idéal. C'est peut-être ça, valeur qui valorise. Une sorte d'idéal, c'est-à-dire c'est vers, oui. Mais forcément quelque chose a priori de mieux. Oui, c'est sûr. L'artisan ça se faisait même inconsciemment, j'imagine, pour la plupart des gens, parce que la personne qui sculptait une chaise et qui sculptait un pied avec des bons motifs végétaux, il le savait pas, ou il le savait d'une manière innée, et c'était pas quelque chose rajouté à leur culture. Pour moi, ça fait partie d'une culture traditionnelle. Voilà, pour moi, le Moyen-Âge, c'est la fin des temps traditionnels. En Occident, et puis comme tout le monde a un peu voulu suivre l'Occident, parce que c'était le modèle du monde entier, on va dire. Et donc, du coup, ça fait partie des valeurs d'un monde traditionnel. Le travail bien fait, le travail qui transcende, qui améliore l'être humain, qui le valorise, ces choses-là, voilà. Pour moi, le Moyen-Âge, c'est vraiment ça, et c'est la fin des temps traditionnels. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je pense, que les fêtes médiévales, qu'il y a autant de renouveaux médiévaux qu'il y a eu successivement, et puis que celui-ci est important parce qu'il est un peu, il popularise et il va vraiment un peu au bout de toutes ces choses-là. C'est-à-dire parce que c'est on dit qu'une civilisation, quand elle décline, qu'elle meurt, et ben elle cristallise ses valeurs pour les transmettre. Donc les contes et les légendes, tous les romans du Moyen Âge, et puis la civilisation médiévale en elle-même, quoi, par son travail, par ses cathédrales qui sont toujours là, les manuscrits, aller voir des manuscrits calligraphiés enluminés, c'est quand même pareil, quelque chose aussi, quoi. Donc voilà, je pense que le renouveau médiéval est lié un peu à ça, et le monde médiéval représente ça, la fin des temps. Donc, alors pour poursuivre, je suis un peu dans tous les sens. Oui, donc l'artisanat avec tout ça. Après le monde, on va passer à la chevalerie, c'est assez facile aussi. Et là, les valeurs sont assez aussi évidentes, quoi. Tout le monde veut dire l'honneur. L'honneur, le sens de la parole donnée, la fidélité, la bravoure, tout ce qui fait un héros, on va dire quelque part. Donc du coup, ça aussi, c'est vraiment des valeurs, même si on n'est pas chevalier avec une épée, comme ça, on est forcément chevalier, même celui qui travaille aujourd'hui dans un bureau, les valeurs chevaleresques peuvent lui être présentes et c'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'être. On dit chevalier servant aussi, donc c'est. Voilà, oui. Il y a aussi d'ailleurs les rapports entre la chevalerie et la courtoisie, effectivement, sont importantes. Et c'est un comportement. C'est vraiment un comportement, des choses. On se tient, on est un modèle aussi pour les autres.
c'est valorisant, encore une fois, ça nous porte encore pour un mieux. Voilà, donc la chevalerie. Voilà. Et puis l'amour courtois, puisque le mot courtoisie aujourd'hui, bon, il est un peu désuet. Oui, désuet, et il avait. Vaut mieux parler de fine amour en fait. C'est un peu plus précis, un peu plus directionnel sur une chose, mais en même temps, effectivement, la courtoisie, le comportement en société, des hommes vis-à-vis des femmes, parce qu'à l'époque c'était c'était pas facile. Et les troubadours, quand ils ont amené cette notion-là en Occident, ça a été quand même révolutionnaire. Hein. Quoi qu'on en dit les uns et les autres, et même les universitaires, les historiens, c'était quand même une révolution, quoi. Et l'Église l'a aussi compris tout de suite, parce que alors on ne sait pas si c'est l'Église qui a été les premiers à le faire avec un Saint Bernard et tout ça, ou les troubadours en valorisant la dame. C'était un peu certainement concomitant, c'était dans l'air du temps, on va dire. Mais bon, on connaît plus le travail des troubadours pour équilibrer un peu la société machiste, parce qu'il faut bien le dire, en tout cas celle du Nord, qui a gagné sur le Sud avec la croisade. Quand les chevaliers du Nord ont un peu mis la main sur les terres du Sud, qui étaient déjà plus ouvertes à ça, plus raffinées, plus courtoises. La différence entre les troubadours et les trouvères vient de là, c'est-à-dire que les troubadours étaient des gens du Sud, c'est un mot en occitan, et les civilisations du Sud, qui était le sud de la Loire, étaient plus raffinées, plus méditerranéennes. Alors le Nord, c'est encore un peu des rustres, des chevaliers, ou des gens assez rustres, et la culture de ça n'était pas encore arrivée. Voilà, donc courtoisie, la fine amour, c'est un peu le sommet de la courtoisie, on va dire. C'est fine amour, c'est l'occitan aussi. Fina amor, ça veut dire l'amour complet, l'amour fini, en fait, fini dans le sens complet, entier et parfait dans ce sens-là. Et alors, ça a été amené comment ou par qui, ou enfin, vous dites que ça a été une révolution, mais donc c'est venu comment? Est-ce que ce sont des textes? Est-ce que c'est spontanément? Enfin. Alors l'origine, ça reste quelque chose qui se discute encore aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il y avait comme source pour comme des thèmes des troubadours. Donc le thème de la fine amour, quelles sont ces sources auxquelles auraient puisé les troubadours. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais c'est encore d'actualité. Il y a un chaînon manquant pour certains. Pour moi, c'est assez évident quand même qu'il y a une filiation moyen-orientale. Déjà parce que quand on regarde les civilisations et les langues, par exemple, c'est assez marquant. L'origine des mots est assez souvent indo-européenne, voilà. Et même quand on étudie le celtisme, c'est un peu ça aussi, on arrive à des choses indo-européennes tout le temps. Et donc, en fait, l'indo-européen, ça vient de vallée de l'Indus ou l'Europe centrale, Asie, un peu ces régions-là. Et donc, ça a été une vague migratoire de ces régions-là vers ici. Et donc, du coup, ça passe forcément par la Perse, le Moyen-Orient, le bassin de la Méditerranée. Donc, rien que déjà pour ça, on pourrait accréditer un peu cette thèse-là. Mais il y a aussi des textes, il y a des textes qui sont précurseurs, enfin qui sont même pas précurseurs, qui sont carrément Tristan et Iseult, par exemple, il existe exactement la même histoire avec le nom Ramine. Oui, c'est Ramine, je crois, quelque chose comme ça. C'est un roman qui a exactement la même structure, la même chose, exactement la même histoire. Donc, elle existe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une filiation matérielle des choses, mais une chose qui existe, un mythe, une légende, elle existe pratiquement, tous ceux qui ont étudié ça aussi, ça existe dans le monde entier, pratiquement pareil, quoi. Il y a des variantes culturelles, de choses vraiment, des régions sur lesquelles elles éclosent, mais la structure et le thème est le même. Donc voilà, et donc c'était, pour moi, les troubadours ont chopé, ont reçu ces choses-là, l'inspiration, parce qu'elles étaient dans l'air et elles étaient là, quoi. Et est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là alors, je ne sais pas si ce sont des valeurs, justement, je ne sais pas si on peut définir finalement comme une sorte de valeur ou ce que contient sont des valeurs, mais est-ce que c'est quelque chose d'universel? Dans la mesure où vous dites, effectivement, c'est pas matériellement, enfin, mais il y a une inspiration parce que ça rayonne. Alors, il y aurait deux sens à universel, c'est-à-dire, est-ce que c'est sur toute la planète, ça pourrait être un sens, ou alors est-ce que c'est
au-delà des époques et du temps. Mmh. Donc, si on demande si c'est présent sur toute la planète, là, je pourrais peut-être pas répondre à ça. Parce que quand on voit mais en même temps, bon, non, je vais pas en parler tout de suite, on verra plus tard. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment. Par contre, si c'est universel dans le sens en dehors d'un temps et d'un lieu, oui, parce que c'est vraiment des choses on le voit à travers les contes et les légendes ou parce que c'est quoi la fine à mort en fait? C'est déjà rétablir un équilibre ou remettre à leur chose naturelle la position de l'homme par rapport à la femme sur Terre. Parce que c'était ça, quand je dis que c'était révolutionnaire, mine de rien, même si ça a pris un chemin qui ne l'était pas forcément au début, puisque ça restait aristocratique, et donc ça laissait ces valeurs féodales, ça les bougeait pas, quelque part. Mais en même temps, le fait d'avoir amené ça, c'était le début d'un processus qui allait quand même amener à plus d'égards et moins de machisme, il faut quand même le dire. Parce que quand on lit les choses sur la femme dans la Bible, par exemple, oui. Ah bah oui, là, il faut s'accrocher, parce qu'il y a des horreurs, et puis les pères de l'Église aussi, hein, et puis même plus tard, même on parle de Pierre le Vénérable à un moment donné dans une chanson, là, parce qu'on prend plus ou moins parti pour lui dans son opposition avec Bernard de Clairvaux, mais n'empêche qu'il a aussi écrit des choses sur les femmes assez dures et dévalorisantes, quoi, vraiment. Donc voilà, c'était présent dans la société. L'Église a fait des choses quand même intéressantes, quand même sur ça, sur une certaine humanité, mais par rapport à la femme, elle n'a pas tellement... voilà, elle a empêché un peu des guerres, des choses comme ça. Mais bon, donc la fine à mort, c'est effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi, est universel dans le sens historique, qui est en dehors d'un fait historique, qui est présent dans la nature des choses, quoi, tout simplement. Oui. Et est-ce qu'il y a des auteurs ou des textes particuliers qui évoquent cette fine à mort ou... Eh ben, bien sûr, tous les textes des troubadours, même si tous ne l'ont pas compris, parce que mais n'empêche que il parlait de ça quand même, quoi. Même ceux qui n'ont pas compris, c'était à la mode en fait. C'était une mode les chansons des troubadours, les trois quarts, si c'est pas plus, parlent d'amour d'un homme, parce que c'est pratiquement tout le temps des hommes. Il y a quelques textes de femmes qui sont restés, les troubéritz, mais bon, c'est principalement des hommes qui écrivent. Donc, sont des chansons qui parlent de l'amour d'un homme pour une dame. Voilà, donc c'était vraiment le gros thème. Après, il y avait des choses politiques, sociales, des servantesses, comme ils appelaient, mais c'était quand même l'amour, c'est la chose principale des troubadours. Ce qu'ils ont amené, c'est vraiment l'amour, et donc valorisation de la femme, oui, et de l'amour en tant que sentiment indépendant, si je puis dire. Donc c'est aussi la deuxième chose qu'ils ont amené, pour moi, c'est qu'ils ont écrit en disant « je ». Avant, c'était que des choses lyriques. Les sagas d'Homère, Virgile, de la Grèce antique, c'était des choses qui n'étaient pas... On disait pas « je », on n'écrivait pas en disant « je ». On parlait, c'est un auteur qui parlait de son héros. Mais c'était pas, on disait pas « je » dans un sens individualisé comme ça l'a été au Moyen-Âge avec les chansons d'amour. Donc c'était aussi la deuxième chose des troubadours, c'est ça, c'est on affermissait, j'allais dire, oui, c'est même plus, c'est pas affermir parce qu'il n'existait pas vraiment, mais on disait je, quoi, voilà. On s'affirmait quand même, voilà, c'est ça, on s'affirmait en tant qu'individualité. Donc ça veut dire déjà en dehors, c'était le premier pas pour sortir des castes de l'Église, parce qu'en fait, le gros truc, c'était quand même ça, hein, de l'emprise de l'Église, qui était déjà en plus très décadente, donc plus le pouvoir qui se centralisait, enfin, etc. Au fur et à mesure du temps, c'était un peu ça. Donc c'était oui, l'individualisation d'être humain, déjà, oui. Mais ça s'est fait, c'était révolutionnaire, mais sans l'être vraiment dans les faits. Parce que, bon, il y a des textes, encore une fois, de pamphlets sociaux ou de critiques d'un roi ou d'un système, mais la plupart, c'était des chansons gentillettes, désuètes, on dirait encore aujourd'hui. Mais n'empêche que c'était révolutionnaire, hein, parce que tout dépend de l'époque avec laquelle les choses sont faites, quoi. Et lire ça aujourd'hui, c'est sûr, si on ne replace pas dans tout ce contexte, effectivement, c'est désuet et...
Mais sinon, c'est assez fort, oui, quand on le voit dans tous ces ensembles. Et parmi vos chansons, il y en a certaines qui évoquent tout ce que vous venez de dire, finalement. Oui, bien sûr. Bon, oui, hein. on chante tout ça. Alors, on a une particularité. Alors, c'est Florian Lacour qui a cette particularité puisque c'est lui à 95%, au 19 peut-être, qui nous transmet les textes qu'on chante. Et il a une vision vraiment originale déjà. C'est jamais écrit pour faire joli. C'est jamais de la poésie dans ce sens-là, c'est-à-dire avec une esthétique belle et qu'on écoute sans aller chercher le sens. En fait, c'est fait d'une telle manière que tout de suite on se dit il y a un sens et on le perçoit et on y va, quoi. Parce que c'est pas joli. C'est des mots pas très anciens, quelquefois un petit peu, pas modernes non plus bien sûr. Et il y a cette forme qui interpelle vraiment, qui interpelle et qui est vraiment très très riche parce que encore une fois c'est pas mièvre ni dans le fond et ni dans la forme. Alors ça c'est voilà déjà ça c'est intéressant et puis après c'est un peu il est sourcé au Moyen Âge et il le transcende encore une fois, c'est-à-dire il actualise aussi parce que il y a des chansons je me rappelle d'une chanson c'est une recette pour être plus malheureux. Donc on dit ça aujourd'hui, bon ben voilà, ils refont ils peuvent appeler ça médiéval s'ils veulent, les derniers trouvères, mais c'est rien de médiéval quoi, c'est un peu beaucoup de gens pensent ça, même si aussi beaucoup de gens qui ne le pensent pas, mais bon. Et en fait, quand on gratte un peu, ça fait appel à plein de choses qui existaient au Moyen-Âge, quoi. Et le fait de dire, donc ça veut dire, on dit le contraire, ce qu'on veut dire. J'ose espérer. Voilà. Oui, c'est vrai, est-ce que j'ai besoin vraiment de le dire? Mais et en fait, c'est un système qui existait énormément au Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'elle dit cette chanson par exemple? Enfin, je sais pas si c'est vrai que vous en avez tellement fait que vous allez peut-être pas vous souvenir des paroles. Ah mais j'ai pris un CD qui est même pas ouvert. Bon, je vais m'en rappeler. Non, je vais l'ouvrir. Se plaindre. Oui, c'est ça. Plus. C'est se plaindre, ne pas chercher à s'entourer de personnes qui sont rayonnantes et qui sont positives et qui sont dynamiques, des choses comme ça, chercher un bouc émissaire, jalouser les autres et essayer de leur tirer dans les pattes, etc. Oui, pleurnicher sur son sort. Voilà, toutes ces choses-là. Voilà, exactement, voilà. Oui, voilà. Vous avez tout compris. Oui, c'est tout à fait ça. Et voilà, bien sûr assez drôle et donc je disais c'est vraiment quelque chose qui existait au Moyen-Âge. Il y a deux sources à ça. Il y a les chants des troubadours parce que les chants des troubadours très souvent commençaient par un couplet sur la nature. Oui. Ils replaçaient leur chant par rapport à la nature, déjà parce que la nature était omniprésente tout simplement et que c'était des gens naturels entre guillemets dans tous les sens du terme on peut dire et puis il y a aussi le fait que toutes les époques traditionnelles sont des époques où le rythme de la nature, des saisons, est très 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 important. Ça, tous ceux qui ont étudié les mythologies, les contes et les légendes arrivent à cette conclusion-là. C'est vraiment donc beaucoup de chansons sont en fait liées au calendrier et aux saisons. Bon, ça c'est une chose. Et puis après ils finissent par ils suivent avec leurs chansons, mais ils prennent toujours. Alors si c'est l'hiver, on attend la fin de l'hiver pour se réchauffer avec le printemps, et en fait c'est se réchauffer aussi à l'amour. Donc on souhaite l'amour pour se réchauffer à l'amour, des choses comme ça. Bon, par exemple, près de sa mine. Voilà, exactement. Les hivers devaient être longs et on n'a pas des moyens de chauffage très comme aujourd'hui, on va dire, très très performant. Et puis et donc à un moment donné, il y a eu les troubadours qu'on avait un peu marre de dire toutes ces choses-là. Ils ont dit le contraire. Donc il disait que bon, j'ai plus en tête là, mais enfin il disait le contraire. Il parlait de l'hiver en valorisant l'hiver, le froid, la rigueur, des choses comme ça. Et donc ça, il y a eu beaucoup de l'introduction de chansons inversées, on va dire, de ce type. Et puis il y a aussi par exemple Villon.
on a gardé quand même pas mal de textes de Villon, et lui, il a 2-3 chansons où il dit exactement le contraire, je meurs de soif près de la fontaine, toutes ces choses-là, il dit un peu il inverse son... Et quel est le but? Bah, c'est juste pour interpeller, j'imagine, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas en tête là, mais déjà pour interpeller son auditoire, voilà, on fait le petit truc qui va... Ah, ça c'est pas... parce qu'on dit il y a rien de nouveau sous le soleil, et on peut dire ça à toutes les époques, tout le temps. Dans la forme, il y a des choses quand même nouvelles, quoi. Mais le fond, effectivement, les instruments depuis tout le temps, on est toujours sur les mêmes fonds, en fait. Il y en a pas 36 000, quoi. Mais par contre, la forme, on la modifie, on la change au fur et à mesure des temps, naturellement d'ailleurs, même sans vouloir le faire peut-être consciemment. Parce que ça paraît logique, il faut interpeller son public, surtout quand on chante dans la rue, par exemple, comme les troubadours, ou même dans une cour seigneuriale, ça devait être assez bruyant, on va dire. Puis un chanteur tout seul, nous on le voit là, parce qu'on joue dans des endroits, on a joué encore samedi dans une salle voûtée, qui n'est pas faite vraiment pour recevoir 150 personnes qui mangent. Pour se faire entendre, il y a des ficelles pour le faire et tout. C'est pas facile, donc j'imagine au Moyen-Âge, et les gens qui parlaient plus fort, toute cette société quand même assez bruyante, voilà, donc pour l'interpeller, il faut entre autres avoir le petit truc qui marque, oyez oyez, voilà, bon, et qui interpelle vraiment, quoi. Donc voilà, c'est aussi une logique comme ça. Il y a certainement d'autres niveaux, peut-être chez Villon ou chez les troubadours, il y a peut-être d'autres significations, bien sûr, mais donc voilà, pour revenir à cette chanson, voilà, qui est actualisée. Florian Ganacourt nous fait des chansons qui sont comme on disait que c'est un peu désuet tous ces thèmes-là, si on ne l'actualise pas, si on le met pas au goût du jour, sans la dénaturer, encore une fois, mais en étant vraiment on pense dans le cœur de la chose, du sujet qu'on traite, voilà, on lui met une forme. Par exemple, il y a une chanson sur les 4 amours d'amour. Ça n'a jamais été dit textuellement comme ça au Moyen-Âge non plus. On fait un parallèle entre les 4 voies d'amour. Ça, par contre, depuis très longtemps, ça a été décelé par plein d'auteurs, et vraiment, on est assez étonné de voir que vraiment plein d'auteurs ont classé l'amour en 4 catégories. Oui, c'est-à-dire ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs... oui, les catégories sont pas forcément les mêmes. En fonction de si l'auteur est plus psychologique, plus romanesque, plus ceci, plus cela, ou plus spirituel ou des choses comme ça. Donc ça change, le contenu change. J'ai étudié un peu ça. En fait, c'est pas toujours les mêmes. On peut peut-être grosso modo les mettre quand même dans des boîtes un peu similaires, mais n'empêche que ça change quand même au niveau des cases. Mais n'empêche qu'ils ont trouvé 4 et pas 5, pas 7, et énormément d'auteurs. Vraiment, j'ai trouvé une quinzaine d'auteurs en faisant cette recherche-là à travers les temps. Il y en a encore un au moment où je faisais ces recherches pour l'album Vers l'étoile. Il y a un auteur qui était en train d'en sortir un livre sur ce sujet-là. Balzac en a fait, Saint-Bernard aussi, enfin bon, et des auteurs antiques. Et on l'a lié aux 4 éléments. Donc du coup, c'est lié avec un livre de Le Grand Chant d'amour ça va me revenir, de Emmanuel Monin. Ça s'appelle Le Grand Chant d'amour, donc c'est directement quand même lié au troubadour, même si ça parle des auteurs contemporains aussi. Ça doit prendre naissance au troubadour et aller jusqu'à aujourd'hui. Et il montre qu'en fait, effectivement, il y a 4 voies d'amour, et donc ça. Là, pour ce sujet-là, donc l'amour de terre serait l'amour basique consommé. Donc pour se nourrir de ça, et après l'amour d'eau, on y met une charge émotionnelle, on va dire, en plus on a envie de fusionner avec pour un épanouissement un peu plus complet que juste consommer et jeter. L'amour d'air, il y a une mentalisation de la chose, donc on est déjà plus sur un amour un peu plus éthéré, on va dire, il est déjà moins matériel et moins consommé. Ça ne l'empêche pas d'ailleurs. Hein. Comment on dit il y a un terme particulier, vous savez, l'amour platonique, c'est ça? Oui, voilà, c'est aussi le gros débat qui est encore d'actualité sur les chants des troubadours. Enfin, les troubadours étaient-ils platoniques, l'amour qu'ils chantaient? L'amour courtois, voilà. Est-ce que c'est platonique?
Moi, je pense que non, pas du tout. Quoi. Mais c'est un sujet encore une fois, c'était nouveau. Il fallait rééquilibrer la société homme-femme. Donc déjà, rien que ça, c'était le sujet le plus important des troubadours. Après, forcément que pour cette spiritualisation, qui était quand même liée avec l'Église, avec les temps religieux que le Moyen-Âge était, en fait, parce que même si les gens critiquaient l'Église pour ses abus, et effectivement, c'était une période religieuse, c'était une période avec une foi vraiment très importante, donc les troubadours n'échappaient pas à ça, bien sûr. Et donc, qui dit religion chrétienne, on va dire, il y a une spiritualisation, donc il y a un dépassement des choses. Bon, voilà, eux, ils l'ont pas bien compris parce qu'ils ont diabolisé la matière, mais n'empêche que eux, ils n'ont pas diabolisé la matière, mais ils l'ont transcendée, et dans leurs écrits, il y a une épreuve d'essai avec la dame, et donc ils ont gradué ces choses-là, mais c'était pas au premier degré forcément. Ça pouvait l'être, mais forcément que l'amour était bon. Après, c'est encore plus compliqué parce que comme c'était une société hiérarchisée, waouh, la féodalité, il y a l'aristocratie, et puis les gens au-dessous, et ça se mélange pas trop. Il y a, voilà, donc du coup, c'était aussi enfin, ça tenait compte de ça. Mais n'empêche que pour moi, non, cette spiritualisation, c'est comme on dit par exemple un symbole. Et l'époque médiévale était une époque éminemment symbolique, on va dire. Tout était symbolique, comme disait un peu le jeu de miroir qu'il y avait vraiment sans cesse sur toutes les choses, terre, ciel, homme, femme, l'époque médiévale est vraiment symbolique. Et donc du coup, on utilisait cette chose, enfin cette chose-là était présente vraiment dans le. Donc du coup, on pouvait superposer les choses. Par exemple, c'est pas parce qu'on disait qu'on parlait d'une spiritualisation que le niveau en dessous, on va dire le niveau plus matériel, n'existait pas. Et même si on rajoute encore un niveau de transcendance au-dessus d'une spiritualisation, ça n'empêche pas que l'essence d'avant. D'ailleurs, au contraire, même Dante dit qu'il y a toujours 4 niveaux de lecture. Dans les œuvres, je ne sais pas comment il les qualifie, d'intelligentes ou dignes de ce nom, on va dire, mais le quatrième, il inclut le premier, et c'est une graduation qui se fait avec une base, qui se fait, voilà, c'est pas le quatrième niveau de lecture qu'il dit anagogique, il n'empêche pas le sens littéraire. Il a besoin de ce sens littéraire qui crée la chose, où les gens vont se reconnaître. Ah, il parle d'un chevalier, je sais ce que c'est. Il parle d'une fée, voilà. Donc, et après, les niveaux se superposent chez les auteurs, voilà, dignes de ce nom, enfin, qui vont jusque là. Et donc voilà, donc chez les troubadours, pour moi, cette spiritualisation de la relation homme-femme, en fait, parce que c'est ça, elle n'empêche pas du tout un premier degré même de consommation, amour de terre, comme je dis. Voilà, bien sûr, oui. Au contraire, et les fidèles d'amour même disaient qu'il fallait, c'est pas qu'il fallait passer par là, ils l'ont pas dit comme ça, mais d'abord ils étaient tous mariés. Ruth Behan, Sohrawardi, pour parler des fidèles d'amour du Moyen-Orient, Dante était marié aussi, Ibn Arabi était marié, enfin tous les grands fidèles d'amour, on va classer ça comme ça, peut-être qu'on le définira un peu plus tard. Ils vivaient, ils avaient des enfants, ils étaient mariés, donc c'est pas du tout, il y a pas d'empêchement, c'est pas des oppositions. Voilà, ils sont pas déconnectés de la vie réelle. Ah non. Au contraire. Ah oui, presque au contraire. C'est que si on définit des choses et qu'on les incarne pas, voilà, c'est mental, et voilà, c'est des belles paroles. Et le Moyen Âge n'était pas ça. Et ces auteurs-là que j'ai cités, qui sont médiévaux tous, c'était incarné. Et encore une fois, dans une période traditionnelle, c'est normal entre guillemets. Il y avait pas de ces coupures qu'il y a aujourd'hui, ces ségrégations, non, c'était tout. Quand je dis c'était naturel, c'était dans ce sens-là. À un moment donné, j'ai dit la société traditionnelle où les gens du Moyen Âge, je sais pas comment j'ai dit, étaient naturels entre guillemets. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas coupés de la nature dans ce sens-là. Où la nature, contrairement à ce que l'Église a voulu faire et a peut-être réussi dans certains domaines ou pour certaines personnes, de couper l'être humain de la nature, sexualité, etc. Eh ben non.
Non, on peut pas, ça marche pas. Et voilà, je suis pas rentré dans les détails, mais non, ça marche pas, c'est clair. On est sur Terre, c'est la nature, voilà, on est. Mais on peut la comprendre, on peut la comprendre et la dépasser. Et donc les troubadours et ces grands auteurs médiévaux, c'était ça, quoi. Alors si j'ai bien suivi, nous avons évoqué les amours d'air. Ah oui, on n'a pas fini. D'air. Oui, d'eau et d'air. D'air, voilà, d'air, oui, il y avait déjà donc un peu cette spiritualisation. Il manquerait un quatrième niveau. Donc voilà, donc c'est l'élément feu. Ouais. Et l'élément feu serait un peu le dépassement de tout ça, en fait. C'est c'est le plus complexe, hein, c'est sûr. L'élément feu, on dépasse tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus d'abord, il peut encore y avoir ces trois-là, à certains moments, des choses comme ça, mais au fond de soi-même, on sait que toutes ces choses-là, c'est un jeu quelque part. Un peu l'élément feu, ce serait de plus se prendre au sérieux avec ces choses-là. On vit ce qu'on a à vivre au moment où ça arrive, on va dire, et on se positionne au fur et à mesure. Mais on n'est pas que consommateur, même si on peut consommer par moment, si on en a besoin, etc. On n'est pas seulement fusionnel dans un amour à dire j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, des choses comme ça, mais ça peut arriver aussi. Il y a des moments où on est plus faible ou ceci, ou même c'est agréable, tout simplement. Et puis la spiritualisation, un peu le fait de spiritualiser un peu la relation, et ben ça peut exister aussi. Par moment on est amis aussi dans une relation amoureuse. Par moment c'est le passage ami, copain presque qui est là, qui est présent. C'est tout un ensemble de choses. Et dans l'élément feu, cette transcendance, c'est justement d'être au fur et à mesure des choses qui arrivent. Et ben on est ouvert à ce qu'il y a et on se positionne au fur et à mesure. Et on n'est plus on n'est plus prisonnier de quelque chose, quoi. Le feu, d'ailleurs, le feu, c'était vraiment l'élément qui, quand on voulait se débarrasser de quelqu'un, symboliquement, on va dire, les sorcières sur le bûcher, c'est pas rien que c'était sur le bûcher que ça se passait. Les livres dans les autodafés, quand on brûlait les livres des auteurs, le feu, c'est vraiment, on dit purificateur, donc il a un sens symbolique vraiment très fort, quoi. Et donc voilà. Et encore une fois, les quatre éléments, tous les niveaux sont là même au fur et à mesure où ça. Faut être prêt à tout, en fait, c'est ça. Mais s'il y a cette transcendance, c'est mieux parce qu'on du coup on est maître du jeu quelque part. Et quand Dante dit ces 4 niveaux de lecture là, qui correspond à l'anagogique, le feu par exemple, ça veut dire ça aussi. L'anagogique, ça veut dire qui ramène à la source, on va dire. Donc à la source de la source l'origine des sources, après en fonction du domaine, la source d'origine de l'être humain sur Terre, on va dire. Ouais, c'est pour ça effectivement alors bon, ouais, alors si on revient aux fêtes médiévales, on a l'air d'y être éloigné beaucoup, mais en fait il n'y a pas toutes ces choses-là sur les fêtes médiévales forcément. Et quand il y a des conférences ou des expositions d'ouvrages avec un peu un conférencier qui explique des choses, ça va pas toujours non plus à ce niveau-là, c'est vrai, mais n'empêche que c'est présent et encore une fois, consciemment ou inconsciemment, c'est présent. Et le Moyen-Âge, il véhicule tout ça. Et voilà, donc nous on le fait plus ou moins, on fait ces choses-là en chanson, donc on n'a pas toujours... c'est pas didactique en fait, hein. C'est des chansons, donc il y a l'aspect mélodie, joliesse de la chose, convivialité, partage, chaleur aussi de la chanson et du moment de concert. Mais voilà, il y a ces textes-là de Florian Lacour qui ont cette portée assez souvent. Après, il y a des chansons plus festives et il ne faut pas non plus toujours rester trop sérieux. Oui, d'ailleurs, on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra après, soit en regardant dans vos chansons ces aspects que vous avez évoqués, qui sont peut-être des valeurs, je ne sais pas, c'est vous qui me le direz, de convivialité, etc. Et donc, bonne pause musicale et puis à tout de suite. Et pour ceux qui n'auraient pas pris l'émission au début, donc Roland Deniau est le cofondateur avec Marie Millifleur du groupe néo-médiéval Les Derniers Trouvères.
Donc nous étions en conversation sur le thème des valeurs. Et pour reprendre donc ce thème, je vais un peu repartir de l'idée que vous évoquiez ça avec vos partenaires pendant le voyage de ce week-end. Donc quelles sont les autres valeurs que celles qu'on a déjà évoquées, qui venaient spontanément? Est-ce que c'était facile ou est-ce qu'il y avait des difficultés à trouver des valeurs? Alors, c'est pas facile du tout. Oui. Définir une valeur, déjà, c'est assez difficile. Donc, c'est ce qui pour nous a du prix. Le premier sens, ce serait ça, ce qui pour nous a du prix. Et ce qui, sur un plan, on va dire, ça c'est matériel. Et ce qui, sur un plan plus immatériel, pour lequel on est attiré pour un mieux. Ouais. En fait, ce serait ça. Donc, ça dépend quand même beaucoup des gens et des lieux, des époques et tout ça, quoi. Donc, on va parler un peu de celles qui étaient en cours au Moyen-Âge, on va dire. Et c'est vrai que il y a quand même plein de choses qui viennent, mais c'est pas facile parce que il y a des valeurs qui sont valables qui sont religieuses, par exemple. Et il y a des valeurs, effectivement, de bon sens qui sont valables pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont pour une catégorie de personnes ou dans un faisceau assez fin et qui ne correspondent pas à tout le monde, en fait. Donc, voilà. Donc on aurait du mal à parler de valeurs universelles, justement. Donc c'est-à-dire c'est relatif et voire subjectif, d'après ce que vous dites, alors. Eh ben non, on peut certainement, mais si, je pense qu'on peut. Mais je pense que ça demande un certain travail. Et puis une bonne concentration et ouais, j'ai trouvé ça un sujet assez ardu, en fait. Parce que j'ai essayé de mettre ça un peu en classé. Et puis, c'est un peu pas bien classé. Bon, ceci dit, j'ai pas non plus passé énormément de temps, je l'avoue. Hein. J'ai pas... Comment vous n'avez pas travaillé? Alors, donc bon, les valeurs qui viennent, on va reprendre un peu la classification l'artisanat, l'amour courtois et la chevalerie. On va dire, on va partir sur cette classification en trois domaines. Bon, la plus facile, ce sera matériel, j'imagine, avec l'artisanat ou tout ce qui touche à cette chose matérielle. Comme on disait là pendant la pause, en fait, la première valeur, c'est le soin du corps, en fait, le soin de prendre soin de sa santé, faire attention à ce qu'on mange ou ce serait des choses comme ça, quoi. Et c'est vrai que le Moyen-Âge, mine de rien, parce qu'on dit toujours le Moyen-Âge, c'était une période sale et qui faisait pas du tout attention à ces choses-là. En fait, tout dépendait effectivement de la classe sociale où on était et du milieu, mais c'était un sujet très très important. En fait, on s'aperçoit vraiment que, et là, Messire Nicolas nous en parlerait vraiment très bien. Par exemple, on dit toujours c'était sale le Moyen Âge. Donc on pourrait dire c'est une contre-valeur, on va dire. En fait, ce qui était sale au Moyen Âge, c'était les rues. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de système d'évacuation des déchets, donc c'était une rigole, la plupart du temps une rigole au milieu de la rue, et la rue qui était un peu en V comme ça, en pente, et donc du coup, on balançait les choses au milieu de la rue, quoi. Donc c'était pas très propre, les latrines et les choses comme ça, pareil, il y a plein d'auteurs qui parlent de la saleté des rues au Moyen-Âge. Donc ça, c'est un fait, c'est sûr. Par contre, dans les maisons et sur soi, on avait vraiment un sens de la propreté. Et comme je disais que tout fonctionnait par miroir au Moyen-Âge, la propreté fait partie des choses élévatrices et ça rapproche de Dieu. Et du ciel et de Dieu, quoi, en fait. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sent bon, tout ce qui est propre, tout ce qui est beau, tout ça, c'est divin et on allait vers ces choses-là, dans la mesure du possible, hein, mais c'était présent. Encore une fois, pour moi, ça fait partie d'une société, d'un élément, d'une valeur, d'une chose traditionnelle, d'une société traditionnelle, pardon.
Donc au Moyen-Âge, effectivement, on nettoyait sa maison, on mettait des jonchés assez souvent pour quand on marche sur les fleurs, ça sent bon, ça dégage des odeurs, les fleurs ou les végétaux. On prend soin de son corps, hein. On va au bain public. Alors c'est vrai que les premiers bains publics, la première eau, elle est pour les nobles et ceux qui peuvent mettre l'argent pour ça. Et puis ça doit servir, je sais pas, 6 ou 7 fois, et qu'après c'est moins. Mais on va au bain public dans la mesure et c'est une valeur. Voilà, c'est une valeur dans la mesure du possible, mais c'est vraiment une valeur qui est présente dans encore une fois, voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui est tout ce qui est léger, tout ce qui est aérien, tout ça, la nourriture des nobles, c'est pas un gros sanglier, même un cerf ou des choses comme ça, qui est quand même une bête noble. Ça va être un oiseau. Il privilégie les oiseaux, c'est plus près du ciel, donc c'est plus voilà. Et toutes ces choses-là sont présentes. Alors après, c'est sûr que les oiseaux dans les cours, dans les campagnes, ils mangeaient pas. Voilà, ne mangez pas beaucoup d'oiseaux, peut-être de la volaille, enfin certainement de la volaille d'ailleurs, mais bon voilà, mais c'est une valeur, c'est quelque chose qui était présent et qui encore une fois, dans la mesure des choses possibles, quoi. Mais c'était, voilà, donc pour cette valeur-là, après il y a des valeurs plus basiques qui en étaient pas, c'est-à-dire la convivialité. Ils étaient convivialité de nature, quoi, en fait. C'est très difficile, en fait. Je m'en suis aperçu en essayant un peu de travailler dessus. Est-ce que la convivialité, c'est vraiment une valeur, par exemple? C'est vrai que l'être humain est un animal social, donc vaut mieux pas se faire la tête ou pas montrer qu'on fait la tête, même si on l'a fait, on sort et puis voilà. Et puis partager des choses en commun, la nourriture bien sûr, la danse, les chants, tout ça, c'est des valeurs qui sont naturelles, j'imagine, de l'être humain, même si un peu aujourd'hui, justement, à Paris en tout cas. Mais bon, c'est des valeurs parce qu'on doit pouvoir classer les valeurs en, je sais pas, des naturels et des bon, social, culturel, c'est oui, pour ça que c'est difficile. Oui, en fait. C'est très difficile en fait. J'ai pas réussi ça touche tellement de domaines, vraiment, ouais. Parce qu'on voit même aujourd'hui, on va faire une morale pour l'école, morale laïque. D'autres parlent d'éthique, d'autres parlent de valeurs, d'autres parlent de vertus. Au Moyen Âge, les vertus. Donc c'est vrai que, je comprends la difficulté. Si on rentre dans les valeurs morales, effectivement. Là, par contre, il y en a plein. Parce que l'Église, notamment, et puis même la laïcité a fait la même chose en mettant des valeurs, en créant des valeurs et en les instituant assez importantes, quoi. Et on se demandait d'ailleurs si c'était des valeurs pour les gens, tellement il a fallu leur inculquer à coup de manuels d'histoire ou d'enseignement. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait, si on devait poursuivre un peu ça, ou faire les valeurs naturelles. Et puis après, les valeurs, je sais pas comment on pourrait appeler les autres, mais qui sont là en rappel parce que... pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le vivre ensemble, ou culturel, ou oui, par social. exemple, voilà, en fait, pour que les gens vivent en relative harmonie ou intelligence. Alors donc du coup, si bon, on va quand même appeler ça des valeurs, allez, pour l'émission. Et puis donc c'est sûr que la convivialité, c'était quelque chose qui était valorisé. Une cour seigneuriale, elle se devait d'être conviviale, de recevoir des gens. La largesse, par exemple, aussi, c'est vraiment le mot des cours seigneuriales. On devait être large, accueillir vraiment bien comme il faut, même avec comme il y avait un peu des bisbis entre deux seigneurs, il fallait faire mieux que l'autre et des choses comme ça. Mais bon, la largesse, c'était vraiment une valeur qui est dans les livres. À la limite, on peut prendre comme référence les romans et les ouvrages médiévaux, en fait, hein. Et très principalement les romans, parce qu'en plus, il y en avait énormément de romans médiévaux. Donc, on voit que la largesse, c'est vraiment encore une fois, c'est une valeur chez les seigneurs. On ne sait pas si elle était, on peut pas savoir si elle était d'actualité dans une ferme, par exemple, une métairie, dans un domaine agricole. On peut pas savoir, quoi. C'est pour ça, c'est difficile d'être exhaustif. En tout cas, moi, je le sais pas. Il y a peut-être des historiens qui ont fait des études dessus et qui savent un peu comment ça se passait. Mais bon, on peut dire d'une manière certaine que la convivialité, il l'était.
il l'était et c'était bien de pas être seul, quoi, par exemple. Au Moyen Âge, une dame seule, c'était dans les chansons des troubadours, une dame seule, ça va pas, quoi. En même temps, la Même au convivialité, couvent, hein. la convivialité, ça, on pourrait dire que ça peut concerner chaque personne n'importe où. Oui, bah, c'est pour ça que je dis que c'est une valeur naturelle, c'est Oui, ça. voilà. Ça, c'est vraiment une Par valeur rapport à... qui est universelle, quoi. Oui, voilà. L'être humain est un animal social, quoi. Par exemple, bon, bah, c'est ça, quoi. On est ensemble. S'il y a des moments de détente, le travailler ensemble aussi, bien sûr. Mais la vie en communauté, d'une manière ou d'une autre, elle sur Terre, elle est éminemment importante et puis présente partout, quoi. Alors après, il y a la valeur du moine solitaire au Moyen-Âge qui est aussi très importante, de l'ermite aussi. Il y a toujours aussi cette notion de moine dans la forêt qui vit reclus. Ça fait partie de la spiritualisation du Moyen-Âge et c'est très présent, mais ça concerne quand même pas énormément de monde, parce que même dans un monastère, c'était une vie sociale. Il y avait des moments de prière individuels, mais c'était une vie sociale très, très importante. Hein. Et même certains auteurs disent que dans certains monastères, il y avait très peu de vie de reclusion, en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient très, très peu souvent seuls à méditer et à prier, quoi. Il y avait une vie, ne serait-ce que puisqu'il fallait, il y avait des travaux pour gagner un peu d'argent, pour faire vivre la communauté déjà, mais donc voilà, la convivialité et puis le repas pris en commun, le banquet, l'image du banquet, c'est Astérix aussi, mais ça existe aussi au Moyen-Âge. Les fêtes de village, c'est aussi quand on raconte les fêtes de village dans les romans, c'est vraiment des moments de convivialité, de fête. Ils jouent ensemble, quoi. Vraiment, ils jouent ensemble, ils sont très proches et très. Il y a même les tableaux, hein, parce que les fameux tableaux de Bruegel, où on voit toute cette vie de société festive. Donc voilà, donc la convivialité, c'est le mot qui est sorti. Là, j'utilise un peu ce qu'on a, ce que tous ensemble on a écrit un peu dans la voiture. Vous avez beaucoup d'ailleurs de chansons. Après, bien sûr, on retrouve ça un peu dans les chansons. On a fait tout un CD qui s'appelle À la taverne médiévale. Oui. Voilà, qui est un peu le centre des thèmes des chansons de ce CD. Voilà, donc il y a beaucoup effectivement, c'est un thème qui est dans celui-ci, puis il se trouve aussi à droite à gauche. Tous les thèmes se retrouvent un peu à droite à gauche, mais celui-ci, plus consacré à la taverne, voilà, la vie ensemble, à faire la fête, à danser, à chanter ensemble, et voilà, tout ce qu'on appelle la convivialité, vraiment. Après, le thème qui vient le plus souvent, c'est le honneur. C'est marrant, alors je ne sais pas si c'est lié aujourd'hui, c'est un mot qui sort aujourd'hui parce que voilà, on a besoin de ce mot-là. Honneur, alors bon, par contre, le définir c'est un peu délicat aussi, mais bon, on voit quand même des idées qui se dégagent, c'est que c'est un respect de soi et par rapport à ce qu'on est et des convictions qu'on a. Donc il y a une idée d'être juste avec soi-même déjà, d'être voilà, de ne pas tourner sa veste sans arrêt et d'aller au plus offrant ou à ce qui nous arrange sans arrêt. Donc il y a un côté comme ça où on a une droiture, on est une noblesse aussi. Le mot noblesse vient assez souvent. Et voilà, un comportement courtois aussi. On se tient bien, on est un bon exemple pour les autres aussi, quoi. Mais pour soi avant tout. Et donc ça, c'est un mot, honneur, ça revient souvent. Donc c'est lié à la chevalerie, mais à l'amour courtois aussi, en fait. Donc quand on dit quelque chose, faut que ça soit une chose, les gros mots par exemple, des choses comme ça. Dans le groupe, on a des choses qu'on dit aux gens qui rentrent dans le groupe et qu'on maintient. Mais c'est parler bien, se tenir bien. On est toujours un exemple pour les autres. On ne dit pas de gros mots, bien sûr. On fait attention à ce qu'on dit, comment on tutoie pas forcément les gens qu'on connaît pas, des choses comme ça. C'est des choses un peu comme une quête de perfection, un petit peu. Comment on pourrait, de comportement, de respect aussi, de respect de soi-même. Encore une fois, ça commence toujours par soi. Hein, c'est toujours voilà. Et puis après, de l'entourage et du comportement qu'on a, parce qu'on est toujours une image pour les autres.
quoi qu'on fasse, on est une image pour les autres. Les autres nous voient marcher dans la rue, ils nous entendent parler, ils voient comment on se comporte. Donc on se doit, et c'est une valeur de bon comportement, en fait, on va dire. Est-ce qu'on pourrait dire, parler d'une forme d'orgueil à se montrer au mieux dans le bon sens du terme, voilà, oui, dans le bon sens du terme, oui, orgueil, oui, on a conscience de qui on est, et que si on se valorise, eh ben on est fier de soi, et oui, on est respectueux de soi, être respectueux de soi, je pense que ce serait ça, quoi. C'est-à-dire, on s'habille pas n'importe comment, on se tient pas n'importe comment, on dit pas n'importe quoi, etc., quoi. Alors, on a dépassé un peu le cadre de l'honneur, mais dans l'honneur, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a la courtoisie sur un champ de bataille aussi. C'était réglementé aussi, mais n'empêche que il y avait tout un code de chevalerie qui était promulgué pour le bon comportement, parce que c'est pas parce qu'on se tape dessus qu'il faut le faire n'importe comment. Et donc il y avait, voilà, le code de l'honneur. Oui, c'est même un respect de l'ennemi. Voilà, c'est ça. Donc les mots qui tournent, c'est respect de soi et respect de l'ennemi, et même du rôle qu'on a. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais dans les gens. On est un modèle toujours pour les autres. Il y a ces trois choses-là, toujours soi, l'autre, et puis la relation entre les deux, quoi, en fait. Et voilà, donc c'est sûr que l'honneur de nos jours, par exemple, si on veut faire un parallèle aujourd'hui, il est où chez les hommes politiques, il est où quand il y a de l'argent, quand il y a trop d'argent, ou que l'argent devient l'honneur, il disparaît un peu, quoi. C'est aussi ça, hein. Donc le Moyen-Âge, il a connu l'argent parce que c'est un peu eux qui ont commencé un peu les banques et tout ça, c'est né au Moyen-Âge, mais n'empêche que tout le Moyen-Âge, la grosse partie du Moyen-Âge ne le connaissait pas, et c'était pas une valeur, quoi. Dans un des derniers livres de Le Goff sur ce sujet, il dit vraiment que c'était pas, ils n'avaient pas ce sens-là, le sens de la valeur dans un sens marchand. Alors c'est venu avec le Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, mais c'était déjà le Moyen-Âge décadent, on va dire. C'était pas toute la durée du Moyen-Âge, c'était pas une valeur. Et les valeurs, c'était vraiment des choses immatérielles, en fait, pratiquement. Ou alors des trésors, parce qu'un orfèvre avait fait un bel ouvrage, et voilà, ça c'était une valeur, et on se transmettait, on faisait un cadeau d'une superbe œuvre d'orfèvrerie ou d'une souvent l'orfèvrerie, en fait, parce que c'était vraiment avec des matériaux, l'or et des pierres précieuses. Donc du coup, voilà, on offrait ça, et ça c'était vraiment un cadeau de valeur. Mais par exemple, Nicolas raconte souvent ça, un seigneur, quand il recevait un autre seigneur qui arrivait, la première chose qu'il offrait, c'est un verre d'eau fraîche et pure. C'était parce que d'abord les eaux étaient polluées au Moyen-Âge, on ne sait pas non plus beaucoup, mais les eaux étaient polluées parce qu'il y avait plein de métiers qui avaient besoin de la rivière pour les tanneurs, les bouchers. Ah oui. Donc du coup, les eaux étaient assez polluées, et donc offrir un verre d'eau fraîche, ça avait de la valeur, et c'est ce qu'on offrait en premier. Bon, il venait faire la route aussi, hein, mais n'empêche qu'il y avait ce sens, le symbole d'une chose pure. Encore une fois, c'était pur, donc on valorisait cette chose-là, quoi. Donc voilà, honneur, noblesse, conscience de ce qu'on fait, en fait, on peut dire aussi. Et l'amour courtois, c'est un peu ça aussi, quoi. Le fait qu'il y ait eu des règles d'imposer à un moment donné dans ce jeu, parce que c'était un jeu aussi, c'est pour ça il y a une secondarité dans le jeu de l'amour courtois. C'était aussi, ça va aussi dans ce sens de conscientiser les choses, en fait. Moi, je pense que c'était aussi le Moyen-Âge, un peu le début de enfin, dans le mouvement de l'être humain qui va d'une personne non consciente, on va dire, qui fait partie d'une tribu, qui n'a pas conscience du jeu, à aujourd'hui, on s'est hyper individualisé, et ben, il y a le Moyen-Âge qui est là, et qui marque le début un peu du jeu aussi, dans j'ai dit avec l'écriture des troubadours, mais aussi dans ces valeurs, et le fait de commencer un peu à de se secondariser avec. Le fait qu'on les écrit, on les promeut comme règles, comme lois, c'est aussi une secondarité. Je pense vous l'évoquez alors je sais plus, c'est la chanson. Vous avez une chanson Abélard ou Abélard et Héloïse. Les petits papiers, les petits livrets. Non, enfin je prends celle-là. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, où aimer n'est pas. Mais Bezique, là. Oui, c'est Héloïse et Abélard. Quand vous dites, oui, voilà, on se secondarise, c'est-à-dire que l'amour est... Alors, le refrain, par exemple, oui, ça dit « À vouloir plus toujours nous entraîne l'amour.
plus de repos, plus d'efforts. Croyez-vous que l'on aime l'autre qui tant nous émerveille? En vérité, non pas, l'on n'aime que le meilleur de soi. Et parce qu'on nomme amour de l'autre, on réveille. Donc c'est tout à fait ça aussi le jeu de cette secondarité, en fait. Le fait qu'on aime une personne extérieure, entre guillemets, ça renvoie complètement à quelque chose d'intérieur, bien évidemment. Et même, c'est même le but d'ailleurs, ce qu'on dit dans la chanson, l'amour extérieur, c'est un support, en fait. Et c'est ce qu'on dit les fidèles d'amour, hein, Rose Béhan, que j'ai cité tout à l'heure, ou Sora Vardy, dans le Jasmin des fidèles d'amour, c'est tout à fait ça, quoi. Ce sont des supports, donc ça veut dire qu'il y a un au-delà, et que c'est cet au-delà qui serait le but, quoi, en fait. Oui, et c'est vraiment très marqué au Moyen-Âge. Alors après, toujours pareil, plus ou moins consciemment en fonction des niveaux, mais même quand c'est pas conscient, c'est là. Et pour moi, c'est vraiment la marque de temps, d'époque traditionnelle, quoi. Une société traditionnelle, ça devait être sa manière d'être, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La beauté et l'harmonie aussi. Ça, c'est vraiment aussi deux valeurs très présentes au Moyen-Âge, encore une fois. Donc, l'ouvrier qui travaille, il va faire du beau. Il va faire du pratique, du solide, du pratique, de l'utile et du beau. Et c'est complètement... C'est inhérent, quoi. Ça va... On peut pas séparer, quoi. C'est vraiment deux choses... oui, ça aussi, c'est une formule, le beau, le bien. Donc, oui, on a une chanson le bon, le bien, qui s'appelle Les Merveilles du Moyen-Âge, c'est celle-ci. Je sais pas du tout, non. Alors, c'est une chanson pour faire participer les gens. Nous chantons le Moyen-Âge, les merveilles qu'il contient, que nous ont transmis les anciens en un fabuleux héritage. Ils ont construit les cathédrales. Donc là, on a repris un peu cette compartimentation en trois volets. Donc là, le premier couplet sur les bâtisseurs. Ils ont construit des cathédrales car ils avaient dans leurs mains l'amour du beau, du bon, du bien, l'amour du vrai comme idéal. Après le plan avec l'amour courtois, ils ont honoré la dame par cet éternel refrain, l'amour du beau, du bon, du bien, l'amour du vrai comme idéal. Puis le dernier, pour l'aspect un peu transcendant, j'ai pris l'exemple de la quête du Graal. Ils sont allés en quête du Graal, allant au-delà du chemin, au-delà du bon, du bien, vers l'absolu, leur idéal. Et c'est vrai qu'encore une fois, il y a l'idée tout ça, c'est des supports, on est dedans, on le vit, mais il y a un but au-delà, en fait, qui est de le maîtriser, en fait. Et on peut même aussi faire un rapprochement avec la vouivre, qui est un symbole très très fort au Moyen-Âge et dans nos contes et légendes. La vouivre, ça symbolise un peu l'énergie des terroirs. Et ils utilisaient ça au Moyen-Âge. Bon, ça a été connu par les contes et légendes des saints qui ont maîtrisé la vouivre. Donc certains la tuent, d'autres ne font que la maîtriser. Et en fait, ça symbolise un peu les éléments que représente la nature, la terre plutôt, et qu'on a à maîtriser, encore une fois, les 4 éléments. À l'origine, dans toutes les mythologies, c'est un serpent primitif. Un peu comme le Saint-Michel. Voilà, Saint-Michel, voilà, tout ça. Oui, il y a Saint-Georges, Saint-Michel, Sainte-Marguerite, Saint-Marcel. Voilà, on le voit quelquefois au pied d'un Christ, d'une Vierge ou d'un Saint, pour montrer qu'ils l'ont maîtrisé. Et ça symbolisait en fait les 4 éléments, hein, tout simplement. À l'origine, donc c'était dans toutes les mythologies pratiquement du monde entier, c'est un serpent. Quelquefois une araignée ou une tortue. Sur les îles, c'est beaucoup une tortue, parce que l'île a déjà un peu une carapace de tortue, donc, mais ça n'empêche que c'est le serpent primitif. Et c'est le serpent parce qu'en fait, le serpent, il ondule, et ça fait comme une vibration, une ondulation. Et en fait, on s'aperçoit que dans les sociétés primitives, ils voyaient les choses, les ondes d'énergie, ils les voyaient. Un peu avec les aborigènes d'Australie et autres. Donc du coup, on pense que le serpent imagine ça assez bien parce que en plus, il rampe sur la Terre, donc c'est assez facile de parler d'énergie chtonienne, de la force de la Terre. Et au Moyen-Âge, on a un peu sophistiqué cette idée, on l'a un peu développée en montrant les 4 éléments. Donc il crache du feu, il a des ailes pour l'élément air, il a une ossature sur Terre, donc pour la terre avec des griffes, et puis il a des écailles de poisson. Donc voilà, ça symbolise un peu les 4 éléments, mais c'est quand même la même chose, c'est la force primitive, enfin la force de la nature, en fait, qu'on se doit de faire avec.
on est obligé de faire avec même quelque part. Si on essaye d'y aller contre, le naturel revient au galop, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Donc du coup, c'était symbolisé par la vouivre. Et donc il y avait un peu cette... voilà, c'était véhiculé comme ça. C'est marrant, parce que on peut dire qu'ils n'en avaient pas conscience, parce que quand on dit ça, il faut quand même aller le chercher. Ça tombe pas sous le sens, quoi. Les textes médiévaux faut aller chercher les symboles, et c'est pas, de nos jours, c'est pas si facile, quoi. C'est un esprit moderne a un peu du mal à les voir. Il faut un peu s'en imprégner, faire des relations entre les choses, mais ils sont là, quoi. Ils sont là, et dans tous les romans. Là, je viens de lire un livre de Jacques Ribard qui montre les symboles dans les romans médiévaux. Et c'est assez c'est encore une fois, voilà, pour moi, c'est une période traditionnelle, c'est la marque d'une période traditionnelle qui a ça dans sa culture innée. Encore une fois, conscient. C'est difficile de dire c'est conscient, c'est pas conscient. Quand on vit une chose, on vit un amour, on se met pas en dehors au début. On le vit, on est complètement dedans, on pleure, voilà, on passe par tous les états, et on n'a pas vraiment de recul. Quand on dit que l'amour Cupidon est aveugle, ça symbolise ça, quoi. Donc voilà, le Moyen-Âge véhiculait des choses. Certains auteurs en avaient conscience, bien évidemment, hein, mais aujourd'hui, on a la richesse de pouvoir se plonger dedans et de voir toutes ces choses-là. Donc la beauté, l'harmonie, l'harmonie aussi, il y a des textes qui parlent des musiciens et disent pourvu que ça soit bien joué ou bien chanté, quoi. Ils valorisent le chant, ils disent c'est bien, mais ils disent encore faut-il que ça soit bien joué et bien chanté. Donc ils insistent dessus. Et puis l'harmonie, il y a aussi l'aspect en alchimie. C'est pourquoi on voit beaucoup d'instruments de musique ou de musiciens sur les demeures dites alchimiques avec les sculptures sur bois ou sur pierre. C'est que l'harmonie, c'est aussi un élément alchimique très important. Donc voilà, mais l'harmonie est très présente c'est la beauté du son, quoi, en fait. Voilà, donc la beauté, c'est évident que la beauté, ils étaient imprégnés de ça aussi. Donc ils le valorisaient, encore une fois, comme quelque chose qui était proche de Dieu. C'était une valeur, le Dieu, il valorise le beau et le bon, quoi. Donc eux, ils allaient là-dedans parce que c'était divin pour eux. Ça se rapprochait du divin, disons. Ça les mettait dans un contexte favorable à se spiritualiser ou à tirer leur aspect animal vers ces hauteurs-là. Il y a aussi un élément qui est important qu'on voit assez souvent dans les romans, c'est la confiance dans la vie. Alors, il y a l'aspect roue de fortune avec le destin. Oui. Donc là, c'est un côté un peu dramatique aussi pour eux, c'est-à-dire que c'est inéluctable, le temps qui passe, la déchéance, et c'est aussi assez décrit. Bon, ça c'est de tout temps. Avec la roue de fortune, on grimpe, on est au sommet, puis après on dégringole. Donc, mais la roue de fortune, c'est aussi la fortuna, la destinée en fait, et le destin, c'est la grâce divine en fait. Donc encore une fois pour cette époque religieuse, c'est la confiance dans la vie. Et même si c'est lourd pour certains, pour Villon par exemple, c'était très lourd, il y a cette notion religieuse, parce qu'en fait, on peut dire que c'était religieux. Je ne sais pas si ça existait ça existait, mais c'était très présent au Moyen-Âge, quoi, on va dire, et avec cette dame fortune, et en fait, c'est à la grâce de Dieu, quoi, c'est la grâce divine, la providence, voilà, j'ai cherché le mot, la providence. On a assez conscience de ça aussi, et comme c'est une période religieuse avec une foi très importante, c'est quelque chose qui est présent chez beaucoup d'auteurs. Et en parallèle avec ça, il y a un aspect très intéressant dans les romans, encore une fois. On va prendre les romans de la quête du Graal, toute la matière arthurienne, mais dans plein d'autres aussi, dans les Laits de Marie de France aussi, cette grâce divine est symbolisée par un personnage, un Deus ex machina. Les chevaliers partent en quête ou ils vivent plein d'aventures parce que c'était leur voie de vivre des aventures, et ils sont un peu embourbés dans des choses qui paraissent abracadabrantes, qui ont un sens, mais et puis
à un moment donné, voilà, ils rencontrent un moine dans la forêt, un ermite, qui va leur dire la clé de la situation, qui va les aider à dépasser de sortir de la forêt, symboliquement, à dépasser cet état dans lequel ils sont. Une fée, ou alors ils poursuivent un cerf blanc. Chez les Celtes, le blanc, c'est un peu l'autre monde. Donc, quand on suit un cerf blanc, un sanglier blanc, c'est que ça nous amène l'histoire va trouver son dénouement. La leçon de l'histoire, ils vont la voir comme ça, douloureusement ou moins douloureusement. Et donc, c'est aussi c'est une manière un peu celtique. Enfin, c'est là où le mélange de la société celtique s'est fait avec la société chrétienne. Ceci dit, ces romans-là datent de l'époque 11e, 12e, 13e siècle, et c'était déjà très christianisé. Mais enfin, c'est quand même des résurgences du celtisme ou du paganisme. Voilà. Mais c'est quand même une providence, ça c'est évident, et c'est un Deus ex machina aussi. Et donc, c'est aussi dans les livres, c'est montré, ça veut dire que c'était présent, et il y a cette confiance dans la chose qui peut arriver à n'importe quel moment pour nous sauver, entre guillemets, pour nous oui, sauver d'une situation, d'une épreuve, quelque chose de douloureux. Donc c'est une confiance dans la vie, on peut dire ça, on peut traduire comme ça. Et ça, c'est vraiment très présent dans énormément d'ouvrages. La largesse, on en a parlé. La largesse, c'est vraiment une valeur. On vit pas petit, on vit pas mesquin. La félonie, la petitesse, le calcul, tout ça, c'est très critiqué dans les ouvrages. Quand on décrit un personnage, un héros ou un personnage qui est valorisé dans le roman, qui nous sert d'exemple, il est pas calculateur, il est vraiment généreux, noble. En fait, noble dans vraiment. D'ailleurs, ça donnait le mot ignoble aussi dans un autre sens, quoi. Celui qui est pas noble, ignoble, non noble. Donc et même chez eux, ça n'avait pas une connotation que sociétale. C'est-à-dire que la noblesse était un pan de la société importante, mais quand il l'utilisait, c'était pas que dans ce sens-là. Il avait aussi le côté qu'on utilise aujourd'hui de personnages, références. Donc la largesse, ça c'est vraiment un mot, en tout cas dans tous les personnages un peu seigneuriaux, la largesse, c'est... pas de félonie, la droiture, on l'a déjà aussi cité, voilà, quelqu'un de fourbe, il est, même sur les enluminures, on lui met une bosse, on va le défigurer, on va le mettre roux. Voilà, les personnages roux, c'est au Moyen-Âge, et ça a été un peu les boucs émissaires. Je plains les roux au Moyen-Âge parce que ils ont été un peu ils ont été boucs émissaires d'un peu de toutes les tares. Donc voilà, tous les personnages roux, Judas, on l'a fait à partir du XIIe siècle, tous les Judas des représentations sont roux. Et vous savez pourquoi le roux symbolisait le rouge, parce que c'est lié au diable en fait. C'est quand ils ont inventé le personnage du diable et qu'ils l'ont un peu entretenu, et puis ils en ont quand même beaucoup parlé, il était très présent. Donc le diable, c'est quoi? C'est les enfers c'est quoi? C'est le feu, et le feu c'est rouge, quoi. Voilà. Donc le rouge a cette connotation de malheur, les incendies en plus, certainement liés aux incendies. Les incendies, c'était terrible au Moyen-Âge, ils ne savaient pas les combattre vraiment, quoi. Donc les villes brûlaient, et puis ils partaient, ils ne pouvaient pas avec des seaux d'eau éteindre les villes, éteindre les incendies. Donc du coup, peut-être lié à tout ça, c'est devenu effectivement la couleur un peu des bannis, dans le sens... une variété de bannis en fait, pas les bannis lépreux ou juifs qui avaient plutôt le jaune, les bouffons, un peu les gens comme ça avaient plutôt le jaune ou le vert aussi, mais eux les bannis dans le sens qui ont une tare et qui sont un peu bouc émissarisés dans ce sens-là, voilà, le roux c'était les félons, les traîtres, voilà. C'est intéressant aussi cette association de couleurs, des corporations, des
des groupes de gens identifiés comme tels. Ah oui, mais les couleurs au Moyen-Âge, c'est Pastoureau qui fait un très bon travail en ce moment dessus. Il a fait un ouvrage sur le bleu, sur le noir, et puis dans certaines conférences ou certains ouvrages, il parle un peu de toutes les couleurs, le symbole. Mais vraiment, tout était symbolique au Moyen-Âge, quoi. C'est vraiment très 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 fort, marqué et partout. Donc les couleurs, effectivement, ça suit cette le jaune contre les Juifs, c'était déjà au Moyen-Âge, quoi. Alors c'était pas une étoile, c'était une rouelle, mais c'était, voilà, à un moment donné, il y a eu une époque sous Saint-Louis d'ailleurs, on les obligeait à porter un signe distinctif jaune. C'était le jaune, voilà. Le jaune, c'était une couleur qu'on portait pas en habit parce que c'était les parias, en fait. C'était les parias de la société. Les lépreux, voilà, les lépreux, les juifs, à un moment donné, c'était le jaune. Ouais. Donc voilà, les jongleurs, les battleurs, les bouffons, tout ça, toute cette corporation avait le droit aussi au jaune. C'était même bien vu parce que c'est une couleur un peu à part, on va dire. Et donc eux, ils étaient en jaune aussi, jaune et puis vert. Vert, c'est parce que c'est la nature, donc c'est le côté non sociabilisé, parce qu'ils avaient le droit de tout se permettre. Ils avaient le droit de montrer une contre-nature, parce que le monde était considéré comme à l'envers, en fait. Parce que le monde social, avec sa morale, en fait, il est à l'envers, quelque part, par rapport à la nature. Donc, du coup, au Moyen-Âge, pour montrer ces choses-là, c'était l'homme vert, en fait, qui était issu c'est très ancien, quoi. Ça rejoint un peu les fêtes de printemps, qui étaient vraiment très, très, très importantes dans l'Antiquité et au Moyen-Âge aussi. Le renouveau de la nature, c'est la couleur verte. Et donc, l'homme sauvage, évidemment, c'est le vert. Ouais. Et donc, après, le bouffon. Parce qu'en fait, le bouffon, c'est pareil. Comme on disait, la vouivre, c'est une transformation du serpent primitif, qui s'est un peu transformé en devenant un peu plus sophistiqué, un peu plus élaboré. Le bouffon, c'est l'homme sauvage. C'est pour ça qu'il avait le droit à la couleur verte et qu'il aimait. C'était même jaune et vert, c'était ces deux couleurs qu'il devait porter. Parce que l'homme sauvage, c'est quoi? C'est la nature primitive. La nature dans son sens non sociabilisée, non édulcorée, non éteinte, renfermée, étouffée, toutes ces choses-là. Qui sont normales dans une vie sociale, on va dire. Presque animal, oui, proche de l'animal, tout à fait, ouais. Et donc, forcément, c'est la couleur verte, la forêt, notamment la forêt. Et après, quand ce symbole s'est aussi transformé, s'est adapté au goût du jour, et ben c'est devenu le bouffon. Parce que le bouffon, il a le droit de dire toutes ces choses-là. Ouais. Donc, il avait le droit de transmettre des choses naturelles dans une société qui ne l'était plus, qui le perdait, ou tout au moins pour le rappeler ces choses-là. Et il avait le droit de le dire, il avait pratiquement tous les droits, hein. Les bouffons, ceux qui étaient à la charge d'un seigneur notamment, mais même dans la rue, il devait y en avoir beaucoup, ils avaient le droit de tout dire, pratiquement. Il y a des cas où ils ont dépassé les limites, mais donc ils avaient le droit, donc ils montraient le côté naturel des choses pour le maintenir, en fait. Une société traditionnelle, ça fait partie de ces choses, de maintenir les choses naturelles à travers les contes, les légendes et les personnages. Et donc, et en plus, il a sa marotte, donc qui est son miroir. Donc il y a aussi le côté symbolique de secondarité dont on parlait tout à l'heure. Et la marotte, ça a remplacé le gourdin, le bout de bois qu'avait l'homme sauvage. C'est-à-dire, c'est vraiment la même image, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de bouffons qui sont en Arlequin, le personnage d'Arlequin, au Moyen-Âge, c'était Hellequin. Et Hellequin, c'était aussi un homme sauvage, quelque part, qui montrait un aspect naturel. Et il y a plein de récits sur comment on appelait ça, Hellequin, il était sur un cheval, et ils étaient en horde. Et il faisait peur aux gens, parce que c'est l'aspect naturel qui fait peur aux gens, quoi. Et donc voilà, c'est des symboles qui sont ancestraux dans les sociétés, en fait, et qui se transforment... voilà, qui prennent une autre image entre le bouffon avec sa marotte et l'homme sauvage. On ne pense pas qu'il y ait un lien. Enfin, il saute pas aux yeux, on va dire. Mais en fait, c'est la même chose. Ouais. Donc, par rapport à la couleur, et je sais plus d'où nous on était partis pour tout ça, mais en tout cas, ça montre vraiment le côté filiation. On peut rajouter une valeur, tiens, puisqu'on est là-dedans, c'est le respect des anciens. Alors, c'est pas uniquement le respect des anciens avec le culte des morts, où on va prier les morts, des choses comme ça, c'est pas tellement ça, c'est surtout dans
ce que les anciens ont fait, si c'est digne de valeur, ben on le garde. On va pas détruire quelque chose qui a été fait si c'est bien. Si c'est on change pas comme un homme politique aujourd'hui il change, il devient maire alors c'était quelqu'un d'un autre bord politique. Bah, l'autre il faisait ça, ben on va pas faire ça. Si c'est bien, pourquoi on ne garderait pas? Et au Moyen Âge, le nombre d'auteurs chrétiens qui font référence à des auteurs anciens, ils appelaient ça des maîtres d'ailleurs, un maître ancien, maître écart dans ses ouvrages, ils citent énormément. Un maître ancien a dit que, sans le citer d'ailleurs forcément, alors soit parce que c'était connu, parce que nous maintenant on les connaît, je ne sais pas si à l'époque ils les connaissaient si bien, mais peut-être, en tout cas ils font référence aux maîtres anciens comme... Donc là voilà, un maintien des traditions, oui. Une continuation. Ouais, il y a vraiment une filiation. Et on a appelé un de nos CD un fabuleux héritage aussi dans ce sens-là, quoi. Parce que on fait référence et on s'appelle les Derniers Trouvères aussi pour ça. Parce que on prend ce qu'ils nous ont légué et on continue une filiation, on l'actualise au goût du jour, mais on fait rien de nouveau, hein. On fait que faire des choses. Alors voilà, la forme est nouvelle. Il disait aussi, les troubadours, hein, je ne ferai pas un vers nouveau, parce que, sous-entendu, ça a déjà été dit, mais matière nouvelle, vous trouverez quand même dans ma chanson, parce que ceci, cela, et c'était tout à fait ça, et voilà. Donc voilà, la filiation aux anciens et à ce qui est fait, et ce qui est juste, ce qui est bon, et bien, on le garde, et puis Et il y a la célèbre phrase que j'avais déjà sortie d'ailleurs l'autre fois, je me rappelle toujours qui est l'auteur, c'est nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Voilà, donc les auteurs médiévaux, qui étaient déjà la crème, on peut dire, d'une certaine élite, se considéraient comme des nains juchés sur les épaules des géants. C'était les anciens qui ont déjà dit des choses, et on utilise ce qui a déjà été fait pour... voilà. Donc voilà, on va dire ça, le respect des anciens, c'est un peu une valeur de continuité, puis aussi de conscience, de fil à travers les âges, et donc de continuité et d'éternité presque en fait. Puisqu'en fait c'est ça, on est des petits chaînons sur une grande chaîne d'éternité de la vie de l'être humain sur Terre, en fait. Alors encore une fois, c'était pas dit comme ça avec ces mots-là, mais n'empêche que ça véhiculait ça, et c'était le perfectionnement. Ça aussi, c'est une valeur. On disait le mieux, l'amour du bon, du bien, c'est pour un mieux. Et on avait, encore une fois, on disait les choses on avait conscience des choses qui élevaient, qui étaient plus près du ciel, plus près de Dieu. Et donc, toutes ces choses-là, on les valorisait en soi, autour de soi. Et donc, c'est vraiment un perfectionnement, quoi. Si vraiment il y avait une idée prégnante de perfectionnement. Encore une fois, à la mesure des gens, des milieux dans lesquels ils étaient, de la culture qu'ils avaient et tout, mais n'empêche que c'était là, et la société, c'était là parmi les gens, c'était des choses qui se véhiculaient, puis c'était des choses qui étaient vraiment véhiculées dans les ouvrages, dans tous les ouvrages qui se veulent plus ou moins didactiques, même un roman, même si c'était entre guillemets pour les longues soirées d'hiver au coin du feu, et elles devaient être longues au Moyen-Âge, c'était pas vraiment que du divertissement. C'était aussi, encore une fois, on ne séparait pas les choses. Le divertissement, il était pour un perfectionnement. Il n'y avait vraiment pas vraiment de cloisonnement au Moyen-Âge. Bon, il y avait des castes, on peut dire. Donc ça, dans la société, il y avait un cloisonnement. Mais n'empêche, au-delà de ça, quelqu'un qui écrivait un livre, il avait charge. Ça avait valeur d'enseignement pour les gens qui allaient le lire, et au veillées, on lisait les livres en fait. Donc du coup, on se devait de véhiculer ces choses-là, et c'était une manière de véhiculer les choses. Et le perfectionnement, oui, c'est vraiment quelque chose qui était véhiculé, s'améliorer, la transcendance, devenir meilleur, tout ça. Alors j'ai une deuxième petite feuille. Je sais pas où on en est au niveau du temps. Bon, il y a certainement des choses qu'on a déjà dit. Hein. Oui. Travail bien fait, on l'a évoqué. Oui, travail bien fait. Courage, bravoure, moi ça, c'est des valeurs un peu de chevalerie. Intégrité, bon ça aussi on l'a dit sans dire le mot, mais en fait c'était ça, l'intégrité. En fait, on avait conscience quand même qu'on véhiculait des choses et que c'était par soi que ça passait, quoi. En fait, on n'attendait pas des autres
les choses en fait, les leçons, on savait que ça passait par nous, quoi, en fait. Il y avait on intégrait, non, on les vivait. Il y a un mot qui m'échappe là, on les incarnait, voilà, c'est ça. On incarnait vraiment les choses et on savait qu'il fallait passer par ça, quoi. C'était que comme ça que les choses, certainement même, on devait avoir cette notion que c'était qu'en incarnant les choses qu'on les comprenait, quoi. Il n'y avait pas une chose de théorie avec des choses, on n'est pas dans une époque vraiment de ça, quoi. Et encore une fois, même les gens qui ont écrit des choses plus théoriques, plus intellectuelles, on parlait de Dante et d'autres auteurs, le fait qu'ils le vivaient et qu'ils les incarnaient, c'était pour montrer qu'on incarnait les choses, quoi. On n'était pas coupé de la matière, en fait. C'était fraternité, solidarité, on a dit, humilité, simplicité. Oui, la simplicité, Santa Simplicitas, l'humilité des chrétiens aussi, même si c'est un peu... je mets quand même un gros bémol, mais bon, n'empêche que, voilà, on peut quand même dire que c'était une valeur, on avait conscience que soit qu'on n'est pas grand-chose à l'échelle de l'humanité, de l'université, du monde entier, on va dire, et puis de comparer à Dieu, quoi, parce que c'était encore une fois une période très chrétienne, très religieuse, donc comparé à Dieu, on est une poussière, quoi, on n'est rien du tout, donc il y avait certainement cette notion-là, mais et après humilité, bon, bah, ils en ont un peu surjoué, et il y avait l'humilité un peu trop orgueilleuse, dans un mauvais sens du terme aussi, mais bon, n'empêche que aussi, on peut quand même dire que c'était une valeur quand même, la simplicité, l'humilité. On n'a pas attendu Saint François pour ça, mais voilà, Saint François l'a un peu réactualisé un peu toutes ces valeurs-là, et là, j'arrive plus à me lire. Ah oui, il y a aussi parce que ça, j'aimerais bien que ça soit un sujet, enfin, c'est un sujet éventuellement d'une prochaine chanson, si ça peut bien sortir, entre le qualitatif et le quantitatif. Au Moyen-Âge, on est vraiment dans le qualitatif. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire une chanson assez drôle là-dessus. On n'est pas du tout dans le quantitatif, quoi. Quand on dit des quantités de choses, c'est aberrant, parce que quand ils parlent d'une bataille, on sait très bien qu'ils n'étaient pas 30 000. Il y a des batailles qui sont, ou alors ils parlent d'un banquet, ils parlent des victuailles, il y avait 300 plats, des choses comme ça. On sait que c'est pas vrai. C'est pour montrer, comme on dit chez les primitifs, il y avait 1, 2, 3 et beaucoup, des choses comme ça. Bon, ben, c'était un peu ça au Moyen-Âge. On n'était pas du tout dans le chiffrage des choses, et donc quand ils parlaient de quantité, ça n'avait pas de sens, il ne faut pas le prendre au premier degré, toutes ces choses-là. Mais ils avaient un sens du qualitatif. Et comme il y a une dualité quantitatif-qualitatif, ils étaient franchement sur le côté qualitatif des choses, quoi. Alors je suis en train de prendre des notes un peu sur ça. C'est un sujet aussi assez intéressant. Parce que je suis en train de relire Guénon sur. Ouais, ça. Moi, j'allais vous poser la question quand vous parce que vous composez aussi, vous écrivez des chansons. Je suis assez lent. Où est-ce que vous allez, enfin, c'est une inspiration, ou vous allez chercher dans des textes, un petit peu comme fait votre parolier. Enfin, comment vous... Florian Lecourt, je ne sais pas comment il fait, mais il se débrouille très bien. Lui, c'est toujours hyper sourcé, en fait, parce que même sur des sujets, à un moment donné, je dis, mais ça sort d'où, ça? Alors après, je fais des recherches et tout, et puis, oui, je retrouve un livre, un auteur, à un moment donné, qui a véhiculé ça, et c'était une valeur qui était un élément qui était présent, et alors que moi qui avais déjà lu, je l'avais pas vu, ce truc-là. Et toujours, il a des sources assez hyper bien documentées. Et ben moi, je me documente aussi, bien évidemment. Hein, Et après, c'est un peu des dadas, quoi, des sujets qui me touchent, ou une idée qui vient. Je dis, ça pourrait être intéressant. Et après, je gratte, je vois si ça aboutit à suffisamment de matière pour une chanson. C'est comme ça, c'est au gré des lectures, beaucoup, bien sûr, oui. Ou alors de ce que je vis, parce que quelquefois, il y a des chansons, c'est une situation qui me fait penser quelque chose. Je dis, tiens, c'est comme ça, il y a un peu de tout, quoi. Et par exemple, comment être encore plus malade? C'est vous qui l'avez écrite ou... Alors, ça, c'est une histoire assez marrante. On a trouvé, enfin, quelqu'un a trouvé sur une foire, je sais plus où, une foire, une braderie ou une fête foraine, je sais, non pas une fête foraine, comme on dit, comme une foire de Paris, quelque chose comme ça, un petit papier affiché sur un truc où on punaise des choses, un papier
je l'ai plus en tête là, mais c'était, ça disait déjà l'inverse. Ça parlait de la société moderne et ça a fustigé un peu les gens qui sont des moutons en fait devant la télé. Ça parlait des gens qui prenaient un bouc émissaire, en fait, toutes ces choses-là, ce qu'on a repris dans la chanson. Alors la chanson est de Florian Lacour et j'y ai participé un petit peu, mais on a utilisé ce support moderne d'un papier, d'un petit prospectus, un petit tract très dire l'inverse de ce qu'on veut, mais par contre ça y allait un peu plus fort que nous. On a un peu adouci la chose du coup parce que ça finissait et vous baisé par le système, voyez bien que je sais pas quoi. Enfin bon voilà, c'était on pouvait pas, ou en tout cas on l'a pas fait, on aurait peut-être pu. Vous l'avez là ou oui, je sais pas si vous l'avez. Alors les basiques. On va peut-être terminer avec bientôt ça. Terminer avec cette note d'humour. Oui. J'allie. Oui, si vous voulez. Alors voici comment être encore plus malade et encore plus malheureux. Alors là on s'exclame. Ouais, chouette. De vous-même ne prenez aucun soin. Puis tâchez de trouver quelqu'un qui vous prenne en main, qui vous soit tout attentionné, pour pouvoir lui reprocher de se débrouiller comme un pied. Voici comment être encore plus malade et encore plus malheureux. Ouais. Fuyez tout le monde, tous ceux qui pourraient vous changer la vie. Tralalalala. Ne côtoyez que les malfaisants, les fourbes, les médisants, et colportés, ragots et cancans. Voilà, ça c'est. Voici comment être encore plus malade et encore plus malheureux. Soyez plein de pitié envers vous, plaignez-vous sans cesse de tout. Ayez des idées arrêtées de manière à vous y accrocher chaque fois que vous voulez, bien évidemment, avancer. Voici comment être encore plus malade et encore plus malheureux. Pensez aux événements les pires qui pourraient vous advenir. Cultivez la haine et l'envie, la colère, l'accusation d'autrui, et détestez-vous aussi pour ainsi détruire votre vie. On retourne un peu sur soi déjà. Voici comment être encore plus malade et encore plus malheureux. N'essayez surtout pas de donner un sens à votre existence. Rendez tout le monde morbide. Pensez à quel point la vie est terrible. Ayez peur de la mort. Soyez ainsi plus malade encore. Petite recette à cette époque de jeux télévisés sur la cuisine. C'est vrai que peut-être chacun peut aussi reconnaître en partie. Oui, on a tous à un moment donné colporté quelque chose dont on n'a pas vérifié la source. Ou on se pleurniche de temps en temps. Oui, voilà. On dit, tout à mon fait. Dieu, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, c'est toujours malheureux. Voilà. Oui, c'est sûr. De toute façon, ce qu'on chante, c'est avant tout pour nous qui le chantons. Je veux dire, le premier sujet de la chanson, quand on le reçoit, je me dis pas c'est pour les autres quoi. Je me dis bon. Oui, c'est-à-dire que toutes les chansons que vous avez, ça vous travaille. Mais ça travaille énormément de chanter ça. Même si on est passé à côté d'un truc où on s'est pas dit c'est pour moi parce qu'on n'était pas quand on l'a reçu ou les jours on n'était pas dans un truc à un moment donné très très introspectif ou quelque chose comme ça. À force de la chanter, je peux vous dire qu'il y a des moments on est en tour de chant et puis on comprend la chanson quelquefois 10 ans après. J'ai compris une chanson, une phrase d'une chanson, je la chantais depuis 10 ans, pas tous les jours mais presque, et j'ai compris un élément en tout cas, de la chanson au bout de 10 ans, en la chantant devant les gens. Oui. Ça m'arrivait, ouais. Et ça correspondait à quelque chose. Il a fait 10 ans pour que je m'ouvre à ça. Donc voilà, donc c'est avant tout pour nous, c'est sûr. Et puis c'est bien évident pour les gens aussi, mais je m'extrais pas, et je peux même dire on s'extrait pas, les derniers trous verts, chez personne du groupe ne s'extrait pas des paroles que nous donne Florian Lacour pour ça, quoi. C'est à nous, faut les intégrer, on peut pas les incarner, voilà, j'ai retrouvé le mot. Si on n'incarne pas les choses, on pourra pas les transporter, on pourra pas ils vont pas passer, quoi, en fait. C'est pas que du jeu d'acteur, c'est sûr, on est un peu acteur à être chanteur, mais c'est pas que ça, quoi. C'est pas que du jeu un peu superficiel d'acteur, c'est vraiment le tout d'être dans le personnage. D'ailleurs, tous les comédiens vous diront, faut se mettre dans la peau du personnage. Et nous aussi, donc, faut se mettre au diapason des paroles et on essaie de les comprendre et de se mettre dedans, c'est sûr. En tout cas, quand on vous voit sur scène, moi, j'ai aucun doute sur le fait que vous les incarnez, à la fois toutes ces valeurs, puisqu'on vient d'évoquer un tas de valeurs, mais notamment la convivialité, la joie, donc la richesse de vos paroles, tout ça, ça passe d'ailleurs quand on voit les mines réjouies du public, donc il n'y a aucun. Oui, puis ça nous aide effectivement. Là-dessus. Ça nous aide le fait de chanter ça. On peut pas, même je dirais, on peut pas être autre chose que ses paroles quelque part, même si
on l'est pas encore complètement sur tout, et on l'est pas complètement sur tout. On fait quelque part, ça nous aide à être comme si on y était déjà quelque part. On est à chanter ça, on peut pas. Voilà, ça nous oblige voilà, on est un peu obligé quelque part. C'est des paroles qui sont un peu, et ça nous tape dessus pour voilà pour. Qui questionne, qui nous fait que. On a eu, c'est pas une obligation parce que c'est pas une obligation, mais on peut pas être autre chose que ça, plus ou moins. Voilà. À plus ou moins fort degré, on peut pas être autre chose que ces paroles-là quelque part, quoi. Voilà. C'est vraiment comme si c'est obligatoire, quoi. Après, voilà, c'est plus ou moins, mais plus ou moins longue échéance, voilà. Plus ou moins selon qui, etc. Ça, c'est sûr. En tout cas, ça a été un fort bel entretien et je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on vous retrouve bientôt sur une scène? Est-ce qu'on vous retrouve dans un prochain album ou sur votre site? Oui, n'hésitez pas à aller sur le site internet lesdernierstrouverts.com. Oui. Il y a un Facebook aussi dont je ne connais pas l'adresse, mais je crois que c'est facile à trouver. Il y a une page calendrier pour nous voir en concert ou en prestation en tout cas. Les prochaines dates, c'est la fête du Roi l'Oiseau au Puy-en-Velay, le week-end prochain. Ah oui. Très 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 belle fête Renaissance. Vendredi, samedi, dimanche. Fête médiévale au château de Foix. Là, on va découvrir. Je connais que le lieu en pèlerin, on va dire. Là, je vais le découvrir en troubadour. Donc, on joue 2 jours au château aussi pour la fête médiévale, le premier week-end d'octobre. Il y a signalé le marché de l'histoire à Pontoise. Ah oui, ouais, oui, très, oui, très ça c'est intéressant merveilleux. Marché. Qui a une concentration c'est comment dire, moi, je faisais des fêtes médiévales depuis 10, 12, 15 ans peut-être. Donc on avait vu des marchés, on en avait vu des artisans, des ouvrages artisans, vraiment des belles choses de reconstitution. Mais alors là, quand je suis arrivé au marché de l'histoire à Pontoise, là c'est, je sais pas, 300 exposants, 300 artisans qui fabriquent eux-mêmes leurs choses d'objets de reconstitution médiévale. Il n'y a pas que médiéval, parce que c'est un marché de toute histoire. Mais bon, il y a 95%. Il y a beaucoup médiéval, pour y être allé. J'ai eu des larmes aux yeux. C'est impressionnant. J'ai eu des larmes aux yeux en voyant cette pour le cas, cette largesse, cette débauche d'objets fabriqués. En plus, on sent l'artisanat, la qualité. J'ai vraiment eu des larmes aux yeux de voir toutes ces choses-là, quoi. C'est très très émouvant, vraiment très émouvant. Bon, j'ai peut-être les larmes aux yeux facilement, mais c'était très. Ouais, je conseille vraiment aux gens d'y aller. Il y a plein d'artistes aussi il y a des scènes tout le temps, non-stop. Il y a au moins un groupe sur scène. Il y a du théâtre, il y a des gens dans les allées aussi qui font des déambulations. On peut discuter avec tous les artistes. On est très abordable. Et puis encore une fois, voilà, c'est un beau lieu de convivialité aussi et qui réunit les artistes et les artisans sur un même lieu. Et c'est vraiment un beau rendez-vous. Je ne sais plus trop la date, mais c'est mi-novembre. C'est, je crois, 15, 16, 17 novembre aux alentours de Halle Saint-Martin. Pontoise, ouais. Bien, mais écoutez, on va déjà peut-être aller voir sur votre site et puis au plaisir de vous retrouver de ci, de là. Avec grand plaisir. Par Mons et par Vaux, selon les méandres de la Vouivre, voilà, peut-être. Tout le monde est le bienvenu sur les fêtes médiévales. C'est vraiment, même ceux qui n'ont pas d'accroche crochue avec ce monde médiéval, qu'ils trouvent désuet ou je sais pas quoi, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. On rencontre des gens. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas trop parlé parce qu'on était basé sur les valeurs cette fois-ci. On en a un peu plus parlé l'autre fois. On rencontre des gens. On rencontre vraiment des gens qui sont dans une passion et pas une passion de pacotille ou même trop sérieuse ou trop fermée, on va dire. C'est vraiment des gens passionnés que cette passion ouvre. En fait. Oui, qui ont envie, on sent quand on parle avec vous, ouais. Quand on parle avec d'autres personnages. Voilà, ils n'ont qu'une envie, c'est de partager. Et Alors c'est vrai que ça va du mec qui vit encore à l'orée de la forêt et qui va chasser avec son arc dans la forêt, j'en connais, ou celui où chez lui tout est médiéval, quoi. Il s'habille en médiéval tous les jours et il a sa forge et dès qu'il est chez lui c'est médiéval, quoi. Enfin, mais n'empêche avec second degré, quoi. C'est quand même et puis des personnages, voilà, qui ont une histoire et
Donc une belle concentration de talents. Donc, oui, il y a des belles personnes, il y a des belles va... situations aussi, parce que quand on est sur une fête, il y a des acteurs de rue, il y a des... Puis même, tout le monde est plus ou moins acteur. On va à une table de taverne, ben, on aile facilement le tavernier, où on parle avec ses voisins, où il y a des acteurs qui viennent nous interpeller, et puis on joue le jeu, par la force des choses quelquefois. Ça peut commencer comme ça pour moi. Voilà, voilà, ouais, j'invite vraiment les gens à venir au moins une fois, voir, et puis et jouer le jeu. Ouais. Eh ben, on s'y retrouvera, puis j'espère que vous serez nombreux aussi à vous y retrouver. Et puis donc merci encore, cher C. Roland. Et puis merci aussi à nos techniciens, Néo et Jacques, qui nous ont bien accompagnés pendant toute cette émission. Et au prochain Renouveau médiéval, avec grand plaisir. Au revoir.